Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 12e webinaire du Pacte pour la transition. Aujourd'hui, on va parler anti-pub, pourquoi et comment agir localement avec Rad Gadji de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Tout d'abord, ça marche pas. Ah voilà. Du coup, à l'ordre du jour, je vais commencer par quelques actualités sur le Pacte pour la transition, notamment pour les collectifs du Pacte qui participent. Et à 17h10, je passerai la main à Khaled pour qui nous présente pourquoi est-ce qu'il faut agir contre la publicité et comment est-ce que c'est possible d'agir localement. À 18h, on commencera à répondre à vos questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat, soit du Zoom, soit du live Facebook, et nous pourrons ensuite les poser à Khaled dès 18h. Pour ceux qui ont débarqué donc, sur cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout le pacte c'est un projet de plaidoyer citoyen qui a été lancé dans le contexte des élections municipales et qui a pour but donc, de faire s'engager candidats puis maintenant élus sur des mesures écologiques, sociales et démocratiques ambitieuses. Aujourd'hui, il existe plus de 350 collectifs locaux qui sont saisis de ces mesures. Et elles ont fait s'engager avant le dernier tour des municipales près de 900 listes candidates aux élections, 169 d'entre elles ayant été élues au premier tour. Le Pacte pour la transition a plus de 60 partenaires des réseaux nationaux. Et donc, quelques actualités sur le Pacte pour la transition. On est encore dans l'incertitude pour l'instant, mais le second tour des élections municipales devrait être reporté. Et ce serait sans doute des nouvelles élections municipales qui auront lieu dans près de 5000 communes où les élus n'ont pas été élus dès le premier tour le 15 mars 2020. Et ces élections auront lieu sans doute à l'automne 2020 ou alors au printemps 2021. Cela va sans doute vouloir dire changement de programme de la part des candidats. Donc pour les collectifs locaux, ce sera sans doute nécessaire de retourner voir ces candidats pour s'assurer de leur engagement continu sur le pacte. Mais ça peut aussi vouloir dire de nouveaux engagements plus ambitieux de la part de ces candidats, mais également de nouvelles signatures, voire la création de nouveaux collectifs dans des communes où il n'y en avait pas encore. Pour les collectifs pactes également, nous allons donc partager prochainement des nouvelles ressources, à la fois sur comment créer, animer son collectif pacte, sur comment échanger avec les candidats et les élus, puis comment faire le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Elle devrait arriver après mi-mai, avant ou après la fin du confinement, plutôt début juin d'ailleurs pour le document sur le suivi. Et enfin, dernier point d'actualité, l'équipe du Pacte pour la transition est aussi en charge de la Fête des possibles, qui est une série de centaines d'événements qui ont lieu en septembre à travers la France. On espère que cette année, ça pourra être un temps de mobilisation fort pour montrer quel est le monde que l'on veut pour demain et quel est le monde qu'on commence déjà à construire pour demain. Et on espère que donc, les collectifs Pacte, mais nombreuses associations et personnes pourront y participer. Comme toujours, vous pouvez vous inscrire pour rejoindre un collectif ou en créer un sur pacte-transition.org. Et nous répondons généralement assez rapidement à vos questions à l'adresse mail pacte@transition-citoyenne.org. Et j'ai fini. Et je laisse donc la parole à Khaled pour nous parler anti-pub. Salut à toutes et à tous. Je ne sais pas si ça marche ou pas pour tout le monde, mais On t'entend. on m'entend, donc parfait. Merci d'abord au Pacte de la transition citoyenne, enfin au collectif, de nous avoir invités pour Résistance à l'agression publicitaire.
J'espère que tout le monde qui est en ligne va bien, que dans cette période particulière que nous vivons dans notre histoire aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du monde. Bon, déjà, peut-être pour me présenter un peu, en fait, donc du coup, moi, je suis Khalid Gaïji, donc je suis porte-parole de Résistance à l'agression publicitaire. Donc, je ne suis pas président de l'association, petite précision. Et je suis donc chargé de mobilisation dedans. Bon, je suis quand même assez actif dans le milieu qu'on appelle de l'antipub en général, puisque depuis 2007, je milite contre ce qu'on appelle, nous, communément, le système publicitaire. Je pourrais peut-être un peu plus développer ici ce qu'on veut dire par système publicitaire. En tout cas, c'est pour moi et pour d'autres aussi un enjeu en fait qu'on pense crucial pour la société. Et dans le passé, j'étais du collectif des déboulonneurs, qui est donc un collectif qui faisait de la défense civile sur la publicité. Et en fait, après, j'ai rejoint une association, Résistance à l'agression publicitaire, qui a justement des stratégies de lutte, des tactiques de lutte beaucoup plus légalistes. Mais parce que, voilà, comme l'a dit, je ne sais plus qui, un anarchiste, enfin, en gros, je suis prêt à beaucoup pour arriver à des victoires, même à faire des choses légales. Bon, je déforme un peu les propos, mais en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est que j'ai une soif, c'est qu'à la fin, dans cette bataille que l'on mène aujourd'hui, bah, qu'on amène des victoires concrètes. Et pour ça, bah, justement, on doit discuter avec le politique, on doit amener justement des vrais changements normatifs et sociaux. Voilà pour la petite intro un peu personnelle. Maintenant, bah, du coup, je vais passer beaucoup plus à l'association. Ah oui, et soit dit en passant, je suis aussi donc, président des Amis de la Terre France. Je préfère le dire parce que des fois, voilà, quand on a des porte-paroles, on ne sait pas d'où ils parlent, mais voilà, je suis aussi un militant, on va dire, écologiste, assez déterminé, et pas que sur la question de la publicité, même si c'est là où je passe quand même plus de temps sur la question de la publicité. Donc pour la suite, bah, du coup, là, je vais faire une présentation en gros avec un diaporama. Bah, l'idée, c'est que j'introduise un peu une question. On va surtout parler de l'affichage publicitaire, hein, pas de tous les secteurs où en gros on lutte contre la publicité, mais s'ils sont très intéressants. Il n'y a pas que l'affichage publicitaire, mais parce qu'en fait, dans le cadre de notre travail avec le pacte de la transition citoyenne, bah, c'est au niveau des municipales en fait que le pacte de la transition citoyenne en gros est mis en place. Et la compétence en gros des élus locaux en termes de publicité concerne justement surtout l'affichage publicitaire. C'est la principale compétence qu'ils ont en termes de régulation de la publicité. Et je vais développer du coup un peu plus ça pendant notre échange. Alors du coup, je partage l'écran. J'espère qu'il marche. Donc voilà, bon, bah, résistance à l'agression publicitaire, c'est qui Je vais aller plus vite sur le plan, mais bon, enfin, avant la présentation, donc, je vous parlerai un peu plus sur les arguments face à la publicité, le pourquoi on lutte contre la publicité, et, les politiques publiques qu'on peut mener justement en termes de régulation de publicité, et puis quelles sont les stratégies et les tactiques qu'on peut adopter par rapport à ça. Du moins que RAP, en tout cas, défend ou prône à ce niveau-là. Donc, RAP, Résistance à l'agression publicitaire, c'est qui? En fait, bah, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 1992. Donc, elle a été créée notamment par 3 personnes. Un activiste qui se prénomme lui-même comme publiphobe, donc qui s'appelle Yvan Gradis, donc qui est plutôt une expérience plutôt vraiment d'action directe sur la publicité. Une personne donc, qui s'appelle François Brune, qui est plutôt un sémiologue, un auteur, un intellectuel qui a critiqué beaucoup la publicité, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le bonheur conforme, et René Macquart, qui est un philosophe non violent. Et là, vous avez justement, donc du coup, un peu l'ADN un peu de cette association, avec ces 3 personnes, donc c'est l'activisme, la non-violence et l'analyse critique de la publicité. Donc c'est vraiment, en gros, l'association a un peu ce socle-là dans sa fondation même. Et donc, par rapport à la publicité, l'association a comme objet de lutter contre les effets négatifs des activités des publicitaires sur les citoyens et l'environnement. Donc voilà, et il faut comprendre un truc, c'est que dans l'association, en fait, bon, là on a dit agir contre la pub pour faire un nom qui simplifie un peu les choses, hein, on fait un peu comme les publicitaires parfois, mais l'association s'appelle bien Résistance à l'agression publicitaire. On ne s'oppose pas à toutes les formes de publicité, je développerai un peu plus plus tard, mais on est contre l'agression publicitaire. Et j'expliquerai en fait en quoi on pense que la publicité aujourd'hui, en fait quasiment toutes les pubs aujourd'hui, hein, pour faire vite,
une bonne majorité, en tout cas quasi générale de la publicité, est agressive. Et il y a eu un cheminement historique qui l'a amené à devenir comme ça. Donc, comme je disais, je vais zoomer sur l'espace public, mais comme je vous ai dit, en fait, nous, en gros, en lutte contre la publicité en général. Le premier effet négatif de la publicité, en fait, c'est que elle est omniprésente. Donc, ça ne vous a pas échappé. En gros, on reçoit entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour. Donc là, c'est une étude d'Arnaud Petre. Donc, c'est en ligne sur le site du Pacte Mesure 22, en fait, tous ces arguments-là. Mais en gros, si vous voulez aller plus loin, et en gros, on reçoit donc quotidiennement, en fait, entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour. Donc, c'est du quasi-matraquage, en gros, parce que 2000 messages publicitaires par jour, c'est 800 000 par an. On n'est pas loin du 1 million de messages publicitaires. Donc, vous imaginez tout ce qui nous rentre dans le crâne comme publicité. Et deuxième truc, on reçoit aussi, plus de 15 000 stimuli commerciaux. Donc, un stimuli commercial, c'est quand vous voyez un logo quelque part. Sur une voiture, par exemple, vous voyez ce logo et en fait, c'est ce qu'on appelle, ce que les publicitaires eux-mêmes appellent des stimuli commerciaux. En gros, c'est le principe de la publicité. En gros, il est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, on n'est pas obligé de la regarder, elle rentre quand même dans notre cerveau. C'est qu'on peut ne pas regarder la voiture et le logo, mais en fait, dans notre champ de vision est lié et paf, il rentre quand même dans notre cerveau, il fait appel à notre inconscient. Et donc, du coup, par rapport à ça, cette omniprésence est déjà un problème. Et il dégage en fait des effets négatifs. Notamment, le premier effet négatif, le plus grand que nous on identifie et qui a été développé par des chercheurs en sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. En gros, pour faire vite, c'est que nos passages dans le cerveau sont limités. On n'a pas un cerveau infini quand même. Donc, nos capacités de stockage sont limitées. Et donc, à partir de là, nous avons en fait comment dire, une surcharge en fait due à tous ces messages que l'on reçoit quotidiennement et encore plus maintenant avec les outils du web et tout ça. Et du coup, la publicité s'additionne en fait à tout ça et amène en fait cette surcharge cognitive qui fait que ça développe des maladies modernes comme des dépressions, comme des grandes fatigues en fin de journée, des choses comme ça. Donc, ça participe justement à tout ça. Et donc voilà. Bon, après, je ne détaille pas les autres arguments sur les éléments de l'influence publicitaire pour influencer notre inconscient. Mais en gros, il y a quand même quelque chose de très… en gros, c'est que la publicité, c'est quand même une industrie de l'influence. C'est son principe même, en gros. Et à partir de là, en gros, elle va toujours chercher à toucher notre inconscient. Et ce qui relève de l'inconscient, c'est ce qui fait que c'est mécanique chez nous. C'est ce qui n'est pas conscient. Et en fait, à partir de là où il va utiliser en fait des éléments pour toucher nos pulsions, par exemple, ça va amener en fait un discours. Et ce discours-là, il n'est pas neutre. Il influence en fait nos valeurs culturelles. Il est idéologique. Il est parfois violent. Donc, par exemple, l'exemple du sexisme, qui est l'exemple parfait de ce qu'on voit dans les contenus publicitaires, qui est vraiment très fort, en gros, qui nous amène en gros à avoir en fait un message publicitaire qui veut toucher à l'inconscient, par exemple, d'une population segmentée, on va dire plutôt de genre masculin. Et à partir de là, en fait, ils vont, par exemple, pour vendre une voiture, ajouter en fait une personne d'un genre féminin dedans, plutôt séduisante, des choses comme ça. Et du coup, avec justement des postures qui sont sexistes, on va dire, dedans. Et donc, du coup, pour l'influencer, toucher son inconscient. Et c'est là, en fait, il y a un discours idéologique qui est véhiculé, c'est que, bon, les stratégies, on peut pas dire, mais il y a quand même quelque chose qui influence nos normes, nos valeurs derrière. Et là-dessus, donc, il y a eu des études qui ont démontré que cette influence, elle est effective. Donc, il y a un rapport en anglais qui s'appelle Think of Me as Evil et qui explique justement comment ces valeurs culturelles qui nous influencent nous amènent à plutôt réfléchir, comment dire, non pas les choses en termes de valeurs universalistes. Je vulgarise parce que les termes scientifiques sont bien sûr plus neutres que ce que je dis là, mais c'est pour aller vite. Les valeurs universalistes, les valeurs environnementalistes, mais plutôt aller vers des valeurs plus individualistes qui relèvent plus de la peur, des choses comme ça. Donc, du coup, en fait, la publicité a un peu en tout cas, les messages tels qu'ils sont aujourd'hui dans leur contenu même ont cette forme de violence-là. Et là, je ne détaille pas, bien sûr, tous les contenus de messages publicitaires parce qu'il y en a vraiment plein dedans. Donc, autre point, c'est que la publicité donc, est pour nous liberticide. Donc déjà, le fait qu'elle s'impose
à nous toutes et à tous, elle est liberticide, parce qu'en gros, on ne nous donne pas le choix en fait, de ne pas recevoir son message. Mais en plus de ça, en fait, elle est liberticide surtout aujourd'hui avec deux éléments. Un élément déjà par rapport aux médias, c'est que tous les médias aujourd'hui, de leur financement, dépendent de la publicité. Donc là, je vais pas… En fait, l'affichage publicitaire est un média, c'est un canal médiatique en tout cas, et c'est un média aussi. Mais c'est aussi le principe aussi d'avoir, en fait, le fait que comment dire, nos instances publiques elles-mêmes dépendent parfois des rentes publicitaires et tout ça, mais c'est surtout les médias qui sont en plus dépendants, bah, ça amène en fait des éléments liberticides et en tout cas des risques pour les médias d'information et d'intérêt, s'ils sont d'intérêt général, bah, qui ont une influence sur la ligne éditoriale due à la rente et au financement publicitaire. Il y a eu des cas d'école dans le passé où justement il y a eu des pressions en fait des annonceurs pour justement pas censurer, mais en tout cas voilà, par rapport aux médias, pour les aider en fait, en tout cas, à ne pas diffuser des informations qui vont contre leurs intérêts, en tout cas, de couper le financement publicitaire de ces médias. Donc là, on a l'exemple par exemple de la Tribune, qui est un exemple à ce niveau-là, qui, je ne me rappelle plus en quelle année, avait fait un article donc, qui disait des vérités sur le nucléaire, et l'entreprise qui faisait ces annonces publicitaires, bah, du coup, a coupé le truc, et la Tribune, qui n'est pas un journal de gauchiste, hein, vous imaginez, donc c'est un journal d'analyse économique, donc du coup, c'est cassé la gueule pendant quelques semaines, quelques mois même. Donc du coup, enfin, bon, il y a quand même quelque chose, et en plus, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, on a ce que moi j'appelle, enfin, ce que nous on appelle la surveillance publicitaire qui se développe avec le développement du numérique. Donc là, on est sur des outils justement où on voit qu'il y a un quasi-monopole justement de ces outils numériques-là qu'on appelle nous privateurs de liberté, comme Facebook et autres, qui posent justement des problèmes aussi au niveau de nos données personnelles et de leur usage à des fins publicitaires. C'est-à-dire qu'en gros, on collecte nos données personnelles. Il y a des usages pour rendre la publicité en tout cas plus efficace, pour nous influencer encore mieux grâce à ces analyses de données et d'individualiser encore plus ce qu'on appelle le ciblage publicitaire derrière. Et là, bien sûr, en fait, en termes de collecte de données, ça pose des problèmes en termes de droits et de liberté. Et bien sûr, la publicité, elle est polluante. Bon, là, je vous apprends rien du tout, je pense, en soi, en fait, et je reviendrai dessus, mais elle est polluante à plusieurs égards. Et en termes d'affichage publicitaire, je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure, elle représente une pollution quand même assez puissante. Et pour revenir un peu au contenu des discours de la publicité, en fait, bon, la publicité incite quand même, la base du logiciel commun qu'on doit tous avoir en termes de critique publicitaire, c'est qu'elle incite à la surconsommation. Je pense que c'est assez nécessaire que tout le monde, en tout cas, ait ça en tête. La publicité incite, c'est une machine en fait à frustrer pour nous amener à surconsommer. Et à partir de là, en fait, avoir beaucoup de publicité dans notre société, c'est quand même des injonctions à surconsommer. Et aujourd'hui, alors qu'on devrait consommer moins et mieux, et je pense que on voit qu'on est en capacité de le faire aujourd'hui si on le veut, consommer moins et mieux, c'est possible. Et en plus, en fait, ça nous amènerait globalement à polluer beaucoup moins, parce qu'on arrêterait de consommer des choses dont on n'a pas besoin, en gros. Donc voilà, bon, je peux développer sur les arguments de la surconsommation s'il y a besoin. Oui. Je crois que tu es resté sur l'ancienne diapo. Je ne sais pas s'il fallait que tu avances ou pas. Non, non, mais là, j'ai fini. Après, donc, le dernier argument, c'est que la publicité, elle est inégalitaire. Et donc, du coup, il faut comprendre par là que tout le système, ce que nous, on appelle les acteurs du système publicitaire. Donc, en gros, en fait, vous avez en gros ce qu'on voit, les marques qu'on voit dans les pubs, donc sur cette diapo-là. Donc, ce qui est à gauche, là, c'est des annonceurs qui sont là pour la plupart des multinationales. Donc, c'est des multinationales qui, bon, aujourd'hui, c'est pas un secret. En gros, c'est en gros le marché, un principe de marché, c'est que c'est les plus riches en gros, qui ont accès à ce marché-là, en tout cas au bout d'un moment, et ça les amène en fait, en gros, à détenir ce marché. Et en gros, la publicité aujourd'hui, le secteur de la publicité en général, hein, pas que sur l'affichage publicitaire, il est détenu en fait par les grandes marques. Les grandes entreprises de marque, donc, et il y a 600 entreprises en gros qui détiennent 80% du marché publicitaire aujourd'hui. Donc, c'est peanuts. Il y a 3 millions d'entreprises en France. Donc, enfin, il faut vous dire 600 entreprises par rapport à 3 millions d'entreprises. On voit clairement que c'est ce qu'on appelle une oligarchie, une minorité des plus riches qui détient un pouvoir. Après, il y a les agences de conseil et de communication dans le système publicitaire. Donc, en gros, il y en a 3 qui détiennent quasiment tout le marché. C'est Publicis, TBWA et Havas.
Donc, c'est les 3 entreprises qui dominent tout le marché mondial. Hein. Là, je parle, pareil, les multinationales, elles dominent tout le marché mondial. Et après, il y a ce que j'appelle les vendeurs de temps de cerveau disponibles. Donc, ça fait office, ça fait référence à une phrase de Patrick Lelay, qui était un ex-PDG TF1, qui a justement affirmé que le rôle de chaîne comme TF1, c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible. Et là, on a en fait cette même chose que l'on voit là, c'est-à-dire qu'en gros, tous ces secteurs d'activité-là, bah, c'est ceux qui profitent en gros le plus de la publicité. Hein. C'est les régies pubs des médias qui sont détenus aussi par une minorité. C'est dans l'affichage publicitaire, vous avez 2 ou 3 entreprises donc, qui détiennent quasiment tout le marché. JC Deco, Pierre Chanel, j'en ai oublié une troisième, mais en gros, c'est ces leaders mondiaux-là qui détiennent quasiment tout le marché. Et sur le numérique, vous avez les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, et je ne me rappelle plus le dernier, mais en gros, vous avez quelques entreprises qui détiennent tout le marché. Et au bout, en gros, du processus, vous avez les consommateurs. Et il faut savoir voilà, que 20% de la population consomme 80% de la planète, elle toute seule. Donc, c'est une minorité là aussi des plus riches qui consomment et surconsomment en fait la planète, ce qui montre que tout le système, en gros, de A à Z, il est inégalitaire. Et là, je vais zoomer beaucoup plus donc, sur les écrans numériques publicitaires. C'est très important pour nous quand on parle d'affichage publicitaire. En gros, vous avez un site internet où il y a un argumentaire assez développé là-dessus qui s'appelle stop-pub.video. Je vous invite à aller voir là-dessus parce que je pense qu'il faut que j'accélère. Mais en gros, je vous avais parlé tout à l'heure de la surcharge cognitive. C'est très important de comprendre qu'en fait, la critique, en gros, pour dire en gros les 2 éléments principaux par rapport aux écrans numériques et pourquoi il ne faut vraiment pas les développer dans nos espaces publics, c'est que déjà, en fait, bien sûr, c'est un affichage imposé, mais en plus, il est animé. Et en fait, quand quelque chose est animé, ça bouge, bah, ça attire inconsciemment nos regards. C'est ce qu'on appelle le réflexe du prédateur. C'est que dans notre inconscient, ça aussi, c'est en nous. Quand on voit quelque chose qui bouge quelque part, bah, on regarde la chose qui bouge et en fait, même si on ne le voit, on regarde quand même. Et avec les enfants, ça marche encore mieux. D'où, en gros, par rapport aux enfants, ça pose quand même pas mal de problèmes qu'ils soient devant des écrans et en plus de façon imposée. En termes d'impact sur l'environnement, bah, il faut savoir en fait que les écrans numériques de 2 mètres carrés qui se développent un peu partout actuellement, en tout cas par JC Deco, bah, en fait, leur consommation est équivalente à 32 congélateurs. Après, pour le nombre de foyers que ça consomme autant que 2 foyers minimum, parce qu'après, ça dépend au niveau des détails. Mais en tout cas, en gros, voilà, ça consomme énormément d'énergie. Donc, oui, quand je dis en termes d'énergie, c'est d'électricité hein, que je parle, et d'électricité spécifique pour les foyers. Et donc, voilà, en gros, avec le numérique, je vous ai déjà parlé un peu des problèmes que ça posait derrière. Et dernier élément, c'est que c'est aussi dangereux pour la circulation, ce qui en soi est assez important à prendre en compte. Alors, Alette, je suis désolée de te recouper, mais en fait, de notre côté, les diapos avancent pas, ouais. Là, ça a avancé. D'accord. Bah, écoute, Ouais. Mais c'est bon. j'ignore pourquoi. Il y a Là, nos je vais devoir objectifs. remettre, mais je ne sais pas si là, c'est bon pour vous, mais c'est mieux comme ça. Bah, c'est la Premier diapo de nos objectifs. Ouais. Et mets-toi peut-être en mode de diaporama. Ouais, je la remets en Non, diaporama du coup, mais je crois que c'était le bouton au-dessus. là, c'est bon. Non, là, l'écran est un peu plus petit, justement. Ah, d'accord. Donc bah, là, je ne sais pas comment on arrive à le gérer, mais du coup, je reste sur ce mode-là. Et là, vous le voyez bien. Là, c'est bien. OK. Je Bon. Merci pour l'alerte. Donc, du coup, par rapport à nos objectifs. Donc, dans l'association, en fait, notre expertise nous a amené à aller vers des grands objectifs. En fait, c'est que, bon, bah, vous imaginez que les membres de l'association, ça s'appelle résistance à l'agression publicitaire, la première des agressions, c'est que, bah, en fait, on ne veut pas se faire imposer la publicité. Donc, on développe un concept qu'on appelle la liberté de réception. C'est-à-dire qu'en gros, on devrait avoir le droit de refuser la publicité, de ne pas se faire imposer la publicité. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est énormément un pas en avant. Et donc, imposer en gros cette liberté de réception, aussi bien dans les espaces publics que dans les espaces privés. C'est-à-dire qu'en gros, on ne devrait pas avoir le droit de nous imposer de la publicité au téléphone, aussi dans les espaces privés, dans nos boîtes aux lettres, des choses comme ça, sauf si on se met sur des listes, par exemple, pour dire on veut avoir de la pub. On n'est pas contre les salles de shoot de publicité. Hein. Si les gens veulent se droguer à ça,
ça les regarde. Mais en gros, en fait, en tout cas, on est pour que ceux qui ne veulent pas la regarder, on arrête de leur imposer ça à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est un concept en gros général. Et après, il y a un autre concept général qu'on appelle la sobriété publicitaire. C'est-à-dire qu'on peut accepter une forme de dosage de publicité dans la société, mais il ne faut pas qu'on aille vers la surdose. Donc, c'est un concept général pour avoir une vision un peu politique de tout ça. Et si on doit mettre ça en fait dans l'espace public, du coup, ça donnerait en fait un affichage de l'espace publicitaire dans l'espace public sans électricité, sans usage d'électricité, parce que nous, on est pour le 0 watt pour la pub, mais aussi en termes de limité, en termes de nombre et de taille d'affiches. Je vais peut-être pas détailler en fait les éléments techniques. Là, je vous invite à aller voir la fiche technique numéro 22 en fait, donc du pacte de la transition citoyenne. On a détaillé ça. Mais en gros, il y a des documents en fait d'urbanisme où on peut écrire justement ces limitations. Par exemple, avoir des affiches qui ne dépassent pas 50-70 cm, ça nous paraît assez raisonnable. Et en tout cas, au-dessus de ça, pour nous, ça ne respecte pas la liberté de réception. Il y a aussi des règles de densité justement après qu'on peut mettre au niveau technique pour ne pas avoir trop d'affiches, etc. Donc il y a aussi et on demande aussi donc des espaces publics libérés de la publicité. Donc ça c'est des lieux et des espaces publics en général. Donc par exemple pour les lieux de transport en commun, c'est pas considéré comme un espace public juridiquement parlant, mais on est aussi pour qu'il y ait moins de publicité dedans, ou voire pas du tout. Donc voilà, et bien sûr pas d'écran numérique. Ça dans notre vision c'est le minimum syndical, en tout cas dans nos objectifs. Et je m'arrête que sur l'espace public, parce que le reste, c'est plus compliqué. Donc, notre association, en gros, on a, pour la présenter un peu plus, donc on a 30 groupes locaux. Donc, parce que justement, quand on agit sur l'affichage publicitaire et qu'on sait qu'il y a des leviers au niveau local, c'est important, en gros, d'agir par des groupes locaux. On a des groupes de travail, une coordination générale de tout ça. Donc, sur notre site web antipu.org, vous avez plus de détails sur nos groupes locaux, comment les contacter et tout ça. Et là, j'en arrive donc à la deuxième partie qui est quelles sont les politiques publiques qui sont faisables au niveau local. Et donc, en termes de politique publique, ce qui est faisable en général, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la publicité est une pollution. En termes d'affichage publicitaire, en tout cas, c'est le cas. Et vu que c'est une pollution, les pollutions, on les met dans ce qu'on appelle le code de l'environnement. Et donc, du coup, dans le code de l'environnement, il y a tout un secteur sur l'affichage publicitaire et qui, en gros, réglemente, il y a une réglementation des lois par rapport à ça. Donc, il y a les articles qui sont cités pour les publicités donc, sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur les voies ouvertes en général. Donc, les publicités qui sont à l'intérieur des locaux, parce que quand on rentre dans un supermarché, en gros, le code de l'environnement ne légifère pas en fait les publicités à ce niveau-là. Au contraire, si vous rentrez dans un centre commercial en voie ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toit au-dessus, c'est assez ouvert, il existe des centres commerciaux de ce type-là, en fait, là, au contraire, ça rentre dans la réglementation en fait, comme un espace public. C'est un petit détail, mais c'est important quand on travaille sur les politiques locales, justement, d'avoir ça en visibilité. Il y a des règles donc, qui sont applicables aussi dans ce qu'on appelle donc, aux publicités anciennes et préanciennes. Je vais détailler un petit peu ces éléments techniques-là. Et justement, donc en gros, les publicités qui sont soumises à la réglementation, là je viens de détailler, en fait, c'est ce qu'on envoie sur l'espace public. Donc là, vous avez des exemples. Donc la Défense, qui est en fait une sorte de centre commercial géant, mais là, en gros, ça rejoint l'espace public. Et après, les publicités que vous voyez justement à l'intérieur des commerces, par exemple sur ces photos, ne sont pas comprises dedans. En tout cas, on ne peut pas les réglementer de cette façon. Autre question du coup qui arrive, c'est qu'est-ce qu'une publicité? Donc, une publicité, en gros, il y a une définition juridique qui est toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Important de attirer son attention aussi. Donc, du coup, c'est une définition juridique de la publicité. Nous, bon, à RAP, on critique la publicité commerciale, surtout, parce que c'est elle qui pose le plus de problèmes. Et finalement, quand on parle de publicité dans l'imaginaire de tout le monde, en fait, on parle surtout de publicité au sens commercial du terme, surtout dans la société capitaliste qu'on a. Et par exemple, quand vous voyez sur la photo en bas à droite, vous avez Ikea qui a fait une publicité et un canapé Ikea là, qui est posé. Alors, je ne me rappelle plus où est-ce que c'est le lieu, mais en tout cas, sur un espace public. Et le fait de poser un canapé Ikea là, c'est considéré comme de la publicité aussi, en fait. Parce que ça attire l'attention. Donc, c'est assez important de comprendre, en fait, justement, les éléments
juridique de quoi on parle. Vous avez aussi, donc, par exemple, le fait d'avoir des publicités tracées sur la route, ça aussi, c'est considéré comme des publicités. Le fait de mettre sur des statuts des chaussures d'une marque bien précise, c'est considéré comme des publicités parce que ça veut attirer l'attention ou informer le public, même si sur la question d'information en termes de publicité, nous, on remet ça en question parce que pour nous, vouloir influencer, ce n'est pas vraiment une information, en tout cas neutre en soi, quoi. Après, donc, il y a ce qu'on appelle les enseignes. Donc, les enseignes, c'est ce que vous voyez apposé sur un immeuble. Donc, là, vous avez des exemples, en gros, des devantures d'immeubles ou des choses comme ça. C'est relatif, en fait, à l'activité qui s'y exerce. Mais si vous avez, par exemple, un logo d'une marque et ça n'a rien à voir avec l'immeuble dedans, en fait, c'est considéré comme de la publicité. C'est important de comprendre ça parce qu'en fait, les textes juridiques que vous allez avoir dans les politiques publiques locales, eux, ils font bien la différence. Donc, par exemple, des fois, vous allez avoir les publicités, enfin, les écrans numériques sont interdits en fait en tant que publicité, mais en fait, ils sont autorisés en tant qu'enseigne. Donc, des fois, il faut vraiment faire cette différence-là un peu technique parce que sinon, on peut se faire facilement piéger si on n'a pas ces notions de base-là dans les textes de politique publique locale. Surtout que les politiques, quand ils parlent, des fois, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas vraiment ces termes, donc ils disent des choses et après, quand on regarde des textes derrière, on voit que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc une enseigne, vous voyez aussi, c'est par exemple sur les pharmacies, etc. Bon, je crois que j'ai un peu développé pas mal, je vais passer plus vite à ce niveau-là. Il y a aussi donc ce qu'on appelle les pré-enseignes. Donc les pré-enseignes, c'est quand vous avez en fait un affichage de proximité qui indique qu'il y a cette activité qui s'y exerce. Donc vous avez l'exemple parfait. Donc vous avez un centre commercial ou en général un supermarché ou des choses comme ça que vous voyez en fait au niveau sur les routes qui vous indique qu'il y a ça, donc avec un fléchage qui n'est pas loin. Donc, ça représente un peu justement les choses qu'une pré-enseigne. Bon, vous avez aussi après, donc, au niveau de la publicité, d'autres typologies. Vous avez ce qu'on appelle les publicités non lumineuses. Donc, en gros, c'est des publicités que vous voyez sur les murs en général, ou ce qu'on appelle aussi des publicités donc, scellées au sol. Vous avez des publicités qu'on appelle lumineuses, et c'est là-dedans en fait qu'il y a les publicités numériques. Et élément intéressant, vous avez ce qu'on appelle les mobiliers urbains, les bâches publicitaires, les micro-affichages, publicités sur véhicules. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Donc, les publicités murales, là, vous en voyez. Par exemple, les publicités murales dans les communes de moins de 10 000 habitants, c'est autorisé, mais pas en fait d'autres types de publicités. Donc, c'est important, et notamment non lumineuses. Donc, c'est important en gros d'avoir en fait ces notions-là aussi, de les comprendre, aussi quand on agit au niveau des politiques publiques. Je passe plus vite parce qu'en fait, on fait des formations où on développe beaucoup plus les éléments juridiques et ça va être impossible pour vous de les capter là en 2-3 éléments, donc en 2-3 slides, mais c'est intéressant en fait en tout cas de les comprendre. Vous avez donc ce qu'on appelle aussi les scellés au sol. Donc là, on parle bien de publicité. Donc voilà, ils sont scellés au sol, comme vous le voyez là. Ça peut être sur un terrain privé aussi, le fait d'avoir des scellés au sol, ou sur un terrain public. Bon, vous avez aussi les publicités éclairées. Donc, comme je vous ai dit, bon, là, je n'ai pas besoin de développer, mais vous en avez déjà vu, je pense, plein. Les publicités numériques, donc, qui existent, qui sont aussi, qui ont été en gros légalisées en quelque sorte dans le code de l'environnement à partir du Grenelle de l'environnement. Donc, voilà, on nous a fait un Grenelle de l'environnement donc sous Sarkozy pour légaliser les écrans numériques. On voit qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est l'environnement et la pollution, je pense, pour les politiques et nous. Mais en tout cas, il y a eu un lobbying très, très efficace et très puissant de la part des afficheurs pour faire passer ces trucs-là. Il y a la notion importante quand même qu'il faut comprendre, c'est les mobiliers urbains. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est important parce qu'en fait, la plupart des publicités qu'on voit dans les grosses villes, c'est des mobiliers urbains. Et les mobiliers urbains, en gros, pour faire vite, c'est par exemple ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'en gros, ça rend un service au public. C'est le principe d'un mobilier urbain. Un mobilier urbain peut ne pas être publicitaire, mais en gros, tout le business des grandes entreprises comme JCDecaux ou Clear Channel, ils ont eu l'intelligence de développer les mobiliers urbains, c'est-à-dire qu'en gros, en publicitaire, bien sûr, c'est pas une notion juridique, mais en tout cas, il faut l'expliquer, c'est qu'en gros, ils ont, par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'abri voyageur, qui est l'exemple parfait en photo là, c'est-à-dire en ouvrant un service, on a un abri en gros pour les voyageurs qui attendent le bus,
et ils sont protégés. Donc, alors, je ne vois pas trop ce qu'ils protègent dans les nouveaux modèles, parce que nous, on appelle ça des abris pubs à force, parce qu'en fait, on se demande si ce n'est pas pour protéger les pubs que vous avez ça. Mais en gros, en fait, vous avez ce type de choses qui existent et ils mettent de la publicité dedans. Donc, eux, ils font des contrats ultra juteux pour les collectivités et ils récupèrent la rente publicitaire. Tout leur financement est basé là-dessus. Donc, vous avez cet exemple-là, par exemple, avec ce mobilier urbain-là. Voilà, bon, il y a des notions juridiques là que j'ai mis, mais ce n'est pas important qu'on les voit tout de suite. Et il n'y a pas d'obligation d'affichage municipal sur ce type de mobilier urbain-là que vous voyez, c'est-à-dire les abris voyageurs. Vous avez aussi donc les mobiliers urbains qui sont destinés à recevoir des informations non publicitaires. C'est-à-dire que la publicité est normalement sur ces mobiliers urbains-là accessoires. Et en gros, c'est justement ce qu'on appelle les 8 mètres carrés que vous voyez par exemple à gauche ou les 2 mètres carrés que nous, dans notre petit jargon, on appelle ça les sucettes publicitaires que vous voyez à droite. Et là, en gros, on le voit bien. C'est souvent en fait des dispositifs où vous avez un mix entre publicité et information, communication municipale, comme vous l'avez par exemple à droite, ou à gauche, en fait, vous avez des déroulants, vous avez une publicité avec des informations municipales, etc. En général, en fait, ce que font les afficheurs, c'est qu'ils font du 50-50 au niveau des dispositifs. Vous avez par exemple une phase commerciale, une phase non commerciale. Donc, vous avez par exemple le plan de la ville au dos. Et souvent, en fait, nous, alors, du coup, on a fait un petit rapport là-dessus il y a quelques années. Vous remarquez que les phases visibles, en tout cas par les automobilistes, sont des phases commerciales. Et de l'autre côté, en fait, vous avez des phases non commerciales et souvent donc, dans notre rapport, on l'a bien montré, c'est quasi invisible en réalité. Donc, du coup, pour quelque chose qui est un mobilier urbain qui doit être accessoire en termes de publicité, c'est quand même incroyable de mettre des éléments en fait, d'information municipale ou qui relèvent du mobilier urbain qui sont des faces invisibles, même si ça fait 50-50 dans l'absolu. Donc voilà. Vous avez aussi l'exemple des kiosques. Donc les kiosques sont aussi considérés comme un mobilier urbain, comme un abri-bus ou un abri voyageur, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des publicités sur les journaux qui sont considérés comme des enseignes, du coup, dessus, pour qu'on se rappelle. Les bâches publicitaires, donc voilà, elles ont des limites juridiques qui peuvent être limitées là-dessus. Comme je dis, je ne vais pas détailler ça ici. Mais en gros, elles ne peuvent pas recouvrir tout ou partie d'une baie. C'est important quand même de le savoir. Donc, vous avez aussi des dispositifs qui peuvent être illégaux à ce niveau-là. Le micro-affichage, qui est souvent en fait un dispositif souvent illégal en fait, parce qu'il est très mal régulé au niveau local. Et donc en gros, vous avez par exemple les inserts, que vous voyez en gros l'exemple parfait, c'est vous avez un bistrot, un bar, vous avez des inserts comme en bas à gauche, donc là. Et après, vous avez aussi donc, les publicités intérieures, comme on le voit à droite, avec celui de la banque, qui est là une enseigne. Donc, vous avez un écran numérique en intérieur. Et là, c'est très dur d'arriver à légiférer ça, d'agir là-dessus, en fait, même sur les lois locales qui existent ou ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur et du coup, ça ne rentre pas totalement dans le code de l'environnement. Sauf pour l'extinction des lumières, en fait, la nuit, entre 1h et 6h du matin, pour les unités urbaines, je crois, si je me rappelle bien, de moins de 100 000 habitants, ou les villes de moins de 100 000 habitants. C'est un petit détail technique là qu'il faut revoir, mais en gros, en dehors de ça, vous n'avez pas vraiment d'obligation sur ces éléments à l'intérieur là. Vous avez aussi des publicités sur les véhicules, et là, pareil, en fait, ça peut se réguler. C'est-à-dire un règlement local de publicité peut dire, bon, en fait, on interdit les publicités sur les véhicules. À Paris, c'est fait, mais pas pour les véhicules qui ne reçoivent, enfin, c'est fait pour les véhicules qui ne reçoivent pas de public, qui n'ont pas un usage, en gros, par exemple, sur les véhicules de la RATP, comme vous voyez là, c'est autorisé, mais si votre véhicule n'a pas, en fait, une finalité de recevoir du public, et même si ce véhicule n'est pas en fonction, un moment Y ou Z, en fait, il n'est pas censé avoir de publicité dedans. Donc, ça, par exemple, c'est le cas à Paris là-dessus. Et donc, du coup, on en arrive sur nos revendications. Je reviens donc sur au niveau un peu plus technique que j'avais dit tout à l'heure. Ben, en fait, nous, on appelle en gros à arrêter les contrats, enfin, on invite en tout cas à arrêter les contrats de mobilier urbain publicitaire parce qu'on considère en fait qu'un service public doit être neutre. C'est le principe de neutralité de service public. Et en gros, le principe de la laïcité, en gros, c'est par rapport à tous les intérêts privés en fait qui doivent s'exercer.
En gros, en tout cas, on invite à le faire parce que justement, ça développe justement un service public beaucoup plus neutre. Et notamment, donc, on parlera un peu plus du cas de Grenoble, qui a mis justement en place en fait, qui a arrêté en fait un contrat de mobilier urbain pour l'affichage public, enfin pour ce qu'on appelle les EMUMI, les mobiliers urbains d'information, où ils ont enlevé en fait justement les publicités de ces dispositifs-là. Ils ont arrêté en tout cas leur contrat en fait, en tout cas avec JC Deco là-dessus, et ils ont été connus mondialement. Sauf que bon, il y a eu un petit problème au niveau de la médiatisation, c'est que tout le monde a dit ah ils ont arrêté la pub à Grenoble. En fait, c'est faux. Il y a toujours de la publicité à Grenoble, mais c'est que les mobiliers urbains c'est tellement en fait présent dans la ville et dans les villes que arrêter ce type de contrat, en fait, ça arrête quand même un bon nombre de publicités. Mais il y a toujours des publicités sur abri voyageurs, il y a toujours des publicités dans les transports en commun, même voie ouverte à Grenoble. Et il y a même des écrans numériques qui sont présents. Donc en fait, bon, dans l'imaginaire commun, mais c'est pas pour leur dire du mal, mais en fait, en tout cas, ils ont quand même fait quelque chose d'assez ambitieux. C'est vrai que c'est rare qu'il y ait des villes qui ont la volonté politique de se dire bon, on s'assoit sur une rente publicitaire, une finance pour aller vers ça. Et je développerai un peu plus l'argument financier tout à l'heure. Vous avez donc aussi ce qu'on appelle le règlement local de publicité intercommunal ou le règlement local de publicité, qui en gros qui est un document d'urbanisme qui permet d'appliquer les revendications de RAP. C'est-à-dire qu'en gros, nous, par exemple, quand on dit notre proposition, c'est de ne pas avoir de dispositif publicitaire dépassant les 2 mètres carrés, avec des affiches de 50-70 cm, sans usage d'électricité, sans publicité lumineuse et toutes les tranches de moins de 2000 habitants. Bah, en gros, en fait, bah, ça, en gros, c'est ce qu'on avait par exemple pour l'affichage d'opinion. En gros, c'est le minimum syndical qui est utilisé pour l'affichage d'opinion, et c'est souvent du coup le maximum que les villes mettent en place dedans. Et en gros, en fait, c'est notre revendication, et finalement, ça limite énormément en fait la publicité, la place de la publicité dans l'espace public. En tout cas, pour nous, c'est ce qui permettrait de respecter la liberté de réception. Et donc, du coup, quand vous avez un règlement local de publicité, c'est vachement intéressant de se mobiliser localement dessus parce qu'il y a un agenda, en gros, c'est un peu comme les plans locaux d'urbanisme, qui est très planifié et on a les échéances qu'on peut connaître. On ne peut pas faire ça à l'arrache, quoi. Il y a tout un principe en fait, de planification là-dessus. Et donc, du coup, voilà, on a un exemple type où il faut une libération. Le lancement de la concertation publique qui stratégiquement est un moment ultra important parce que quand on demande son opinion publique, c'est là où nous, les citoyennes, les citoyens et les associations, on a un pouvoir, on va dire, de mobilisation et pour faire des choses à ce niveau-là, quoi, au niveau grand public, quoi, du moins. Et là, c'est l'exemple donc, de la métropole de Lyon que j'ai pris, hein, qui est un exemple type, mais dans toutes les villes, en fait, il y a des exemples de ce type-là. Donc, du coup, voilà, et à la fin, vous avez le vote définitif du règlement local de publicité. Et c'est vachement bien, en fait, en tout cas, d'avoir l'URLP. Stratégiquement, c'est vachement intéressant parce qu'on peut planifier, on peut nous-mêmes planifier les échéances et avoir des moments de mobilisation. Voilà, quand il y a le vote au conseil municipal, bah, c'est un moment, en fait, important et stratégique de mobilisation qu'on peut planifier et identifier et pas nous-mêmes nous organiser à l'arrache, ce qui est vachement important. Pareil pour les contrats de mobilier urbain, d'information, on peut en fait savoir quand il y a la fin d'un contrat de mobilier urbain et du coup, voilà, commencer à identifier en fait ces échéances-là pour s'organiser en amont et donc voilà, discuter et faire du plaidoyer avec les élus pour changer les choses. Et donc au niveau du financement, vous avez donc, comme je disais, en fait, le mobilier urbain d'information ou des abrégés, des choses comme ça qui permettent des moyens de financement pour les collectivités locales, mais justement par rapport à l'argument financier, la ville de Grenoble, à titre d'exemple, bah, eux, quand ils ont arrêté, enfin souvent, en fait, nous, c'est l'argument qu'on nous oppose en disant, ouais, mais en gros, au niveau financier, ça représente quand même quelque chose pour les collectivités, mais en réalité, quand on regarde les chiffres derrière, ben, on voit que c'est rien du tout. Par exemple, pour la ville de Paris, en fait, ça représente 0,003% du budget de la ville de Paris. Donc, en fait, c'est rien du tout. Et pour la ville de Grenoble, donc pour la petite histoire, auparavant, en fait, JC Deco payait une redevance d'environ 600 000 euros à la ville pour l'affichage en mobilier urbain d'information. Quand il y a eu les premiers échanges pour leur reconduction du contrat, ce montant était descendu à 150 000 euros.
pour la petite histoire, en fait, JC Deco vous disait en gros, il voulait mettre des écrans numériques dedans. Il faut savoir que c'est un business ultra juteux pour les afficheurs, les écrans numériques, parce qu'ils vendent ça aux annonceurs derrière et en gros, ça attire notre attention. Donc, c'est un business ultra juteux pour eux, quoi. Donc, du coup, ils ont joué aux enchères là-dessus en disant, bah non, du coup, ils voulaient absolument qu'il y ait des écrans numériques dessus. Et la ville de Grenoble n'en voulait pas, parce qu'ils voilà, ils se sont dit, non, on ne veut pas du tout d'écran numérique, clairement. Et bon, bah, ça descend à 150 000 euros en termes de rente. Bah, du coup, c'est beaucoup moins intéressant pour la ville. Et là, paf, ils ont fait un énorme coup, parce qu'ils ont fait un coup politique vachement intéressant. Déjà, la ville de Grenoble s'était engagée dans le plaidoyer auparavant qu'on avait exercé avec eux, mais pas que nous, il y a d'autres associations qui sont mobilisées là-dessus, à libérer l'espace public de la publicité. Bon, c'est pas très clair, mais au moins, ça va dans le bon sens. Et donc, du coup, ça a amené justement, finalement, une occasion, je pense, d'ordre aussi bien pragmatique que cohérent pour la politique de la ville, d'aller en gros contre de dire bah non en fait on va arrêter finalement les contrats et en fait ça représentait ce truc-là 0,1% du budget de la ville, donc c'est rien du tout en fait et ils ont en gros qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils aient arrêté ça, ils ont en fait baissé leur budget de communication de la ville parce qu'ils avaient moins d'affiches à mettre, donc du coup leur budget de communication a baissé, ce qui représente 4 fois la perte du contrat publicitaire. Et ils ont en fait baissé de 25% les indemnités des élus, ce qui représente une économie de 300 000 euros, qui a été rendue possible grâce à ça. Donc, comme quoi, en fait, voilà, on peut mettre un peu au régime les collectivités, enfin les frais de bouche en tout cas des élus, et c'est ce qui a été fait par cette ville-là pour voilà, pallier cette baisse de rente qui est, comme je disais, assez, assez peu forte. Après, il y a ce qu'on appelle donc la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure, donc qui, elle, pour le coup, donc est la TLPE, comme on l'appelle. Donc, du coup, c'est quand vous avez des enseignes, des panneaux publicitaires plutôt d'ordre privé, vous avez une taxe, en fait, qui est payée à la collectivité par rapport à ça. Donc, c'est un truc qui apparaît en général assez fortement. Et puis, c'est pas ça qui est en gros le terrain qui nous intéresse le plus ici, parce qu'en fait, les enseignes, les panneaux publicitaires, après, ça dépend des villes, c'est pas le truc le plus. C'est pas au niveau du budget, ça représente pas, en gros, pour nous, je pense, quelque chose. Et donc, bon, il y a aussi les recettes avec les grandes bâches de chantier. Là, j'ai pas énormément de chiffres, mais ça peut représenter aussi quelque chose. Donc voilà, en gros, s'il y a des personnes, des groupes qui veulent s'organiser là-dessus, bon, nous, après la stratégie à carte se met en place selon, en gros, le terroir, quoi, comment ça se passe chez vous localement, parce que pour tout le monde, c'est pas de la même façon. Mais bien sûr, le premier truc, c'est d'analyser le contexte dans lequel on est. Et en termes d'affichage publicitaire, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe dans la ville, est-ce qu'il y a des écrans ou pas, est-ce qu'il y a un règlement local de publicité ou pas, le contrôle immobilier urbain quand est-ce qu'il finit. Bien sûr, vous pouvez reprendre les recommandations, les revendications de RAP, et elles sont encore une fois mesure 22 du pacte, n'hésitez pas à les reprendre. D'avoir des alliés. Je défie du coup le grand défi, c'est de faire des commerçants ces alliés, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ceux qui profitent de l'industrie publicitaire, c'est du système publicitaire, c'est les multinationales, c'est la minorité des plus riches. Donc les commerçants qui sont les commerçants, les artisans qui sont les premiers employeurs de France, c'est pas eux qui en profitent le plus. Donc c'est des alliés en fait qui sont vraiment, qui peuvent être très puissants si on engage justement des discussions avec eux, parce que les élus, dès qu'il y a que les commerçants qui sont un peu nos alliés, ils changent vraiment de bord, on va dire aussi. Bon, vous pouvez venir aux formations, agir sur la publicité, on peut en développer encore plus. Après, nous, on les fait plutôt pour les groupes locaux, mais il y a des occasions, justement, comme celle-ci ou d'autres, on peut développer. De toute façon, dans le contexte post-Covid, je pense qu'on va être amené à faire plus de webinaires en général. L'usage des outils juridiques. Donc là, le fait de porter plainte contre la publicité illégale, parce qu'il y a beaucoup de publicité illégale dans nos villes, vu que le code de l'environnement est très mal appliqué et les villes, elles ont d'autres priorités en général ou elles n'arrivent pas à très bien l'appliquer, quoi. Et du coup, là, en fait, c'est une bonne porte d'entrée pour un groupe, parce que déjà, en fait, ça nous amène à nous former sur l'existant en termes de juridique.
En termes de stratégie, c'est vachement important en fait parce que ça nous permet de gagner des victoires. Et quand on va parler avec un politique pour faire appliquer la loi, on est beaucoup plus crédible. Et donc du coup, il y a RAP, bien sûr, qui est les questions de la publicité illégale. C'est plutôt un format d'une demi-journée, une journée pour ce genre de choses. Il y a aussi l'association Paysage de France qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a des associations comme France Nature Environnement qui ont fait une stratégie juridique aussi. Donc du coup, il y a plein d'organisations qui le font aussi et il ne faut pas hésiter à aller taper à leur porte. Avoir le soutien de l'opinion publique, bien sûr que c'est ultra important. Bon, c'est pas très dur en plus sur la publicité parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la pub. Hein, donc du coup, on va pas trop les convaincre. Après, souvent, en fait, les gens, ils comprennent l'agression publicitaire, comme quoi, bon, ça vraiment, ça les saoule parce qu'ils en ont trop. Mais les enjeux, on va dire, les plus dangereux, selon nous, de la publicité, qui sont cette partie immergée, enfin, cachée de l'iceberg, en fait, ils ne les voient pas tout de suite. Ça, les questions de la surconsommation, les questions de l'environnement, les questions, vous voyez, en fait, tout ce qui est un peu post-matérialiste, c'est un peu plus compliqué pour eux de voir. Du coup, il y a quand même aussi un travail de conscientisation, de sensibilisation sur ces éléments-là, qui est toujours intéressant, même si, dans notre discours à nous, je pense que c'est important, même si le levier, en fait, il se passe plus quand même sur l'agression publicitaire en général. Surtout sur les écrans numériques, sur toutes les pétitions. Par exemple, RAP, on a un outil de pétition qu'on a développé qui s'appelle pétition.antipub.org, qui en gros se passe, par exemple, des éléments des grandes plateformes comme Change et tout ça, qui récupèrent les données personnelles à des fins publicitaires. Donc, du coup, nous, on essaie de développer nos propres alternatives si elles n'existent pas. Et en gros, quasiment toutes nos pétitions pour ces écrans numériques, parce que finalement, la priorité est là-dedans aujourd'hui. Hein. En termes d'affichage publicitaire. Et s'il y a une bataille à mener en termes d'affichage publicitaire en niveau minimal, le minimum syndical, c'est sur les écrans numériques, au niveau des collectivités locales, parce que comme je vous ai dit, JC Deco et tout ça, eux, ils prévoient des stratégies à 50 ans, hein, des nationales, donc d'ici 50 ans, en fait, ils visualiser le développement des écrans numériques. Et nous, on va dire, il faut même qu'on soit qu'on arrête ça tout de suite, parce que en fait, si les écrans numériques se développent vraiment partout, vous imaginez la société dystopique qu'on va avoir et les effets négatifs que ça aura derrière. Et donc, du coup, la discussion avec les élus, bien sûr qu'elle est ultra importante. Là, je vous apprends un peu, parce que c'est eux qui sont quand même amenés à changer les lois, les réglementations. Et donc voilà. Et je vous invite on fait aussi d'avoir ce qu'on appelle des objectifs planifiés par étape, à mesure de vos moyens dans les groupes, parce que bien sûr, on ne peut pas reproduire une même recette partout, mais ça va dépendre de nos moyens en général. Bon, là, je vais pas parler trop de RAP là-dessus, de nos campagnes, de qu'est-ce qu'on fait, parce que voilà, mais je vais venir plutôt plus aux tactiques. Donc là, on a parlé des objectifs, les stratégies, les tactiques. Donc les tactiques, on en a qu'on connaît déjà, dans les tactiques pétition, etc., à discuter avec le politique. Après, dans le mouvement anti-publicitaire, il y a on aime bien le principe de, en tout cas nous, à RAP, le principe de la propagande par le fait, c'est-à-dire de faire des actions directes non violentes, dans notre cadre, bien sûr. Et donc, du coup, c'est assez important. Et il y a des actions donc, que nous, on mène en général à RAP qui sont à très faible risque juridique, c'est-à-dire que quand on agit sur la publicité, il n'y a pas de dégradation. Et après, d'autres actions que l'on soutient à RAP qui peuvent être illégales dans un cadre non violent. Ça ne veut pas qu'on les fait pas à RAP, mais on les soutient. C'est-à-dire que quand il y a des actions de désobéissance civile, bon, on les relaie, on a les mêmes objectifs, mais il y a quand même des risques au niveau pénal. Donc là, je vous ai mis un peu les plus gros risques qu'on a identifiés en soi. Donc, par exemple, le fait de dégrader un dispositif, d'écrire dessus, de taguer, etc., bah, ça pose comment dire, un souci. Enfin, en tout cas, il y a eu de la jurisprudence assez développée là-dessus et des condamnations à ce niveau-là au niveau du code pénal. L'article 322-1. Les dégradations, ça peut être requalifié parfois en dégradation légère. Ça dépend en gros aussi de la forme de l'action. Donc là, c'est l'article R635-1 du code pénal. L'enlèvement d'affiche, le fait d'enlever l'affiche, donc c'est l'article 311-1. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est cet article, mais en gros, c'est le principe de vol. En gros, si je me rappelle bien, ça peut être considéré comme du vol, le fait d'enlever une affiche. L'ouverture d'un panneau, c'est-à-dire le fait de l'ouvrir, ça pourrait être considéré comme une effraction. Il n'y a pas de jurisprudence qui, en l'état, nous le montre, mais on le pense fortement. Mais vu qu'il n'y a pas de dégradation en général,
euh, les, les afficheurs portent peu de plaintes quand il n'y a pas de dégradation, donc du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de poursuite juridique derrière. Ça ne veut pas dire que l'État, juste une petite notion un peu juridique, ouais, parce que là, en fait, je parle des actions qu'au niveau pénal. C'est-à-dire, au niveau pénal, c'est quoi? Ça veut dire que quand l'État te désobéit à la loi, il te tape sur les mains pour dire c'est mal, je te punis, tu as désobéi à la loi. Et après, il y a le niveau civil. Au niveau civil, donc du coup, c'est un afficheur qui considère, par exemple, dans ce cas-là, hein, ou qu'il est victime, et donc du coup, il va porter plainte pour demander une réparation, un règlement de compte, parce que ça lui coûtait de l'argent d'aller nettoyer un panneau publicitaire, des trucs comme ça. Donc, et souvent, il porte plainte, parce qu'il y a des questions d'assurance ici derrière tout ça, et l'État suit beaucoup plus quand il y a des plaintes qui sont déposées que quand il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau pénal, l'État, lui, ne va pas poursuivre, enfin, le procureur ne va pas poursuivre des activistes ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en gros, je ne suis pas juriste, hein, je suis un militant auto-formé, hein, je me suis complètement auto-formé surtout. Donc du coup, mais bon, je crois que c'est la marque de fabrique de pas mal de militants sur le terrain. Ça. Donc voilà, et bien sûr, là, je ne suis pas juriste, il vaut mieux aller voir un avocat hein, qui lui est beaucoup mieux formé sur ces questions-là et qui vous expliquera beaucoup mieux ce qu'il en est par rapport à une action donnée. Je vous mets quelques petites images. Donc, du coup, nous, à RAP, on adore ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des recouvrements. On pense que c'est une tactique qui est la plus efficace. Donc, du coup, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on fabrique des affiches et on recouvre des publicités avec du ruban adhésif. Donc là, j'ai un très mauvais exemple dans la fiche de droite parce que c'est un ruban adhésif qui a été utilisé qui est pas transparent, ce qui laisse une trace dessus. Ça peut être considéré comme une dégradation, un peu comme un autocollant ou des trucs comme ça. Donc, bon, là, on laisse ce cas d'école-là pour justement montrer qu'il ne vaut mieux pas mettre ce type d'adhésif, sans citer le nom de la marque de ce que c'est un adhésif dans votre imaginaire. Vous avez aussi donc, des affiches un petit peu plus travaillées, donc ils sont imprimées. Donc là, voilà, c'est l'affiche de notre campagne Stop Pub Vidéo, comme je dis, qu'on considère comme la priorité. Il y a aussi des affiches qu'on peut faire de façon plus artisanale, mais quand même jolie. Le fait des affiches de couleurs, comme on voit là à gauche, qui permettent justement d'interpeller le public, de montrer qu'on peut avoir un affichage où on écrit nous-mêmes nos propres messages, parce qu'il y a une question de réappropriation de ces espaces publicitaires par les citoyennes et les citoyens. La pub vous fait dépenser, bien sûr, hein, on peut mettre nous-mêmes nos propres slogans, détourner la publicité, ça on adore ça. Et en fait, voilà, vous avez aussi ce qu'on appelle des pochoirs, mais sans écrire dessus. Donc, on met sur les publicités. Et sur les publicités lumineuses, c'est des trucs qui justement peuvent montrer un élément assez joli en soi, comme vous voyez là, à gauche, en bas. Vous avez aussi, donc ça a été fait en Australie, on a une mobilisation le 25 mars, c'est la journée mondiale contre la publicité, et on a réussi à former une coalition internationale avec d'autres. Et du coup, là, c'est en Australie. Et vous avez aussi des publicités jolies avec des draps. Hein, donc, c'est de la récup là aussi. Donc, on peut pousser le niveau écologique très fortement. Et voilà, ça peut être vraiment magnifique de montrer justement la beauté de l'espace public plutôt qu'avec la laideur publicitaire, entre du moins selon nous, bien sûr, parce que les questions esthétiques, ça peut être un sujet à débat. Vous avez aussi les formes, donc ce qu'on appelle de zones d'expression libre. Donc justement, là, c'est pas mal, c'est un truc vraiment bien avec les lieux passants, vous avez du public, les enfants adorent écrire sur des publicités de façon là. Et du coup, là, c'est une astuce aussi pour pas dégrader le dispositif, pour mettre un espace d'expression libre. Et c'est génial de le faire. Donc, on voit que même au niveau international, on peut le faire. Donc là, c'était à Bristol, si je me rappelle bien, à gauche, où il y a un groupe anti-pub qui est très organisé là-bas, qui font aussi du plaidoyer. Et c'est important, comme je dis, l'opinion publique, c'est vraiment important de montrer que l'opinion publique est là. Là, au milieu, c'est des touristes à Paris. À droite, je trouve que c'est en Belgique, à Bruxelles, qu'ils ont fait ça, et c'est assez beau. Vous avez aussi les formes qu'on appelle de recouvrement artiviste, qui sont aussi assez jolies. Donc là, c'est beaucoup plus travaillé. Par exemple, là, c'est notre groupe de Poitiers qui a fait ça. Enfin, je dis de Poitiers, de Bourges, groupe local rap de Bourges, où ils ont travaillé avec une école d'art. Donc c'est bien d'avoir des gens qui font de l'art et qui ne travaillent pas dans la pub. Ça leur permet de les défrustrer aussi, pour faire autre chose que de vendre des hamburgers. Et en gros, en fait, là, justement, on peut avoir justement des formats assez jolis. Et en plus, c'est vachement bien d'avoir ces trucs-là, de les envoyer aussi dans les réseaux sociaux, parce qu'on est dans une stratégie de lutte. Hein, nous, en tout cas, résistance à l'agression publicitaire, on est assez clair dans ce qu'on dit. Et qui peut être aussi des messages conscientisants, c'est-à-dire d'utiliser la beauté pour conscientiser plutôt que pour aliéner. Voilà, pour aérer un petit peu plus les cerveaux.
et les faire penser plutôt que dépenser. Vous avez aussi donc les formes d'action qu'on appelle de recouvrement enrubanage, c'est-à-dire qu'en gros de mettre un film donc, bon, plastique dessus, c'est pas toujours c'est à vous de définir vos tactiques localement. On n'est pas là pour vous donner des leçons, en tout cas nous à rap. Et donc voilà, vous pouvez avoir des formes d'action de ce type-là. Donc vous avez le groupe local donc, de Rap Tour qui a fait ça dans les espaces donc, de service public qui est la gare, en haut à gauche. En bas à gauche, vous avez donc le JGNV, donc, qui est un mouvement ANV COP21 local, en quelque sorte à Nantes, qui a fait aussi ce type d'action. Et on peut justement écrire dessus sans dégrader le dispositif, ce qui est en fait une astuce pour se réapproprier ce pouvoir d'agir, en fait, qui devrait, en gros, c'est le fait d'écrire sur la publicité, c'est le moyen de résistance en fait le plus naturel pour les gens, mais de le faire de façon, on va dire, non violente entre guillemets, ou à très faible risque légal, c'est très important. Et en plus, pour nous, la question, bon, là, on va dire que la question n'est pas de la violence ou de la non-violence, mais c'est l'opinion publique. C'est-à-dire comment, en gros, les gens qui sont autour, après, se disent « Ah bah ouais, ouais, ils ont raison, machin, ça. Ouais, en plus, ils dégradent rien, c'est vraiment sympa comme action. » Et après, en fait, quand vous faites du plaidoyer, c'est assez important aussi qu'ils vous voient de cette façon-là. Après, bon, les gens après font ce qu'ils veulent, hein, bien sûr, je ne vais pas là pour leur donner des leçons. Vous avez aussi ça, donc ça c'est Rap Mulhouse, donc qui ont fait cette action. Donc bon, grosse solidarité avec eux, parce que là avec le Covid dans l'environnement, c'est pas marrant ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, ils sont actifs et ils ont fait cette action de végétalisation d'un espace publicitaire. Ça c'est aussi important parce qu'on a un slogan dans les milieux anti-publicitaires où on dit souvent des arbres, pas des pubs. Et en fait, ça montre cette société d'après qu'on veut. C'est-à-dire, plutôt que de mettre une société dystopique avec la publicité, ben nous, on veut en fait proposer plutôt une végétalisation de l'espace public, plutôt de mettre de l'art dans l'espace public, des choses comme ça, plutôt que justement ces dispositifs qui sont vraiment pas très mignons. Donc voilà. Vous avez aussi donc nous qu'on fait du plaidoyer, donc là c'est une action de Rap Nantes qui est assez efficace, donc justement d'interpeller le public pour dire marre de la pub, écrivez au maire, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle une action de bâchage. C'est un petit peu plus compliqué que le recouvrement normal, donc il faut quand même un petit peu s'outiller. Et dans les derniers kits qu'on a, dans les actions qu'il y a eu récemment, il y a des kits justement qui expliquent un peu plus comment faire ça. Il y a des vidéos sur Internet. Et notre site Internet, vous avez le site Internet de rap, antipub.org, c'est un peu un site un peu boîte à outils. Et donc, vous avez aussi pas mal d'éléments là-dedans. Sinon, vous nous contactez et on essaiera dans la mesure du possible de vous répondre s'il y a des questions là-dessus. Vous avez aussi le bâchage très géant pour le coup. Donc ça a été fait donc, par le groupe Rap Lyon. Donc du coup, eux, ben, voilà, ils ont bâché une bâche. Donc c'est assez sympa aussi, ça impose. C'est pas mal, mais c'est beaucoup d'organisation. Et là, je n'ai pas le kit pour vous expliquer comment ils ont fait ça, à titre personnel en tout cas, mais je pense que je peux le retrouver facilement. Vous avez aussi donc les actions de détournement, c'est-à-dire de prendre une publicité existante et de la détourner de façon intelligente. Donc ça, c'est vraiment toute l'histoire de l'anti-publicité aussi a été un moment assez intelligent de détournement publicitaire, c'est-à-dire de détourner cette créativité pour justement montrer des vérités ou mettre nos propres messages dessus. Donc c'est des messages non commerciaux, hein, bien sûr, de notre situation, dans notre vision, en tout cas en termes d'anti-pub, et donc d'avoir un usage justement qui montre par exemple le sexisme dans la publicité ou justement de dire stop pub ou des choses comme ça à la place. Vous avez aussi donc ce type d'action. Donc là, bon, j'aurais pu peut-être moderniser un peu plus mes photos, mais en gros, voilà, on peut aussi s'attaquer au contenu des publicités en mettant aussi un recouvrement qui parle plus des contenus. Donc là, voilà, les pubs pour les bagnoles, c'est quand même, ça nuit gravement au climat. Bon, maintenant, on peut dire sur les questions de surconsommation aussi, on pourrait mettre ça un peu partout sur la publicité. Et justement, le 14 février, donc il y a une action commune avec le Pacte, Alternativa NVLU, le Réseau Action Climat, RAP et Greenpeace, sur justement ce type d'action-là qui ont été faites un peu partout. Et c'était, je crois, une des plus grandes actions anti-pub de France, ce 14 février-là. Si ce n'est pas la plus grande action. Donc c'est vraiment l'anti-pub est à la mode en ce moment. Donc continuons. Après, vous avez donc les actions, on va dire, purement illégales, où là où il y a un risque répressif beaucoup plus fort. Et donc, il y a quand même un resserrement comme une autoritaire assez grand en ce moment.
encore depuis l'état d'urgence de 2015 de la part de l'État. Et du coup, il faut faire quand même attention à ces trucs-là. Mais en gros, vous pouvez, donc là, vous avez l'action du collectif des déboulonneurs en bas à gauche qui, eux, en gros, réfléchissent leur action en stratégie non violente. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont réfléchi à la base de faire une action à visage découvert de dégrader des dispositifs publicitaires. Ils disent regrader, hein, parce que voilà, dans notre imaginaire, c'est pas la même chose. Et ils le font, comme vous voyez, il y a les policiers qui sont présents sur place, les médias, ils tendent leur pièce d'identité pour montrer qu'ils assument ça. Et la stratégie juridique derrière est réfléchie déjà à la base, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont anticipé les procès et tout ça. Bon, c'est un combat assez fort en fait de faire ce genre de choses-là, parce qu'un procès, c'est quand même, ça a lieu parfois 1 an, 2 ans après, voire 6 mois après, ça dépend. Des fois, il n'y a pas de procès aussi. Et en gros, quand il y en a un, bon, on a quand même beaucoup de chances de se faire condamner, mais c'est aussi un moyen pour faire parler de l'anti-publicité aussi, de ce discours-là aussi, de médiatiser ça en fait aussi, parce que c'est pas souvent facile de médiatiser ce genre d'actions qui sont assez subversives et tout ça. Donc, du coup, d'avoir une stratégie définie un peu à ce niveau-là. Et pour la petite histoire, en gros, je vous avais parlé tout à l'heure du 25 mars, la journée mondiale contre la pub. Et en fait, le 25 mars, c'est le jour où, en 2013, il y a eu un groupe de déboulonneurs qui ont été relaxés au nom de 2 principes de l'état de nécessité et de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait ce genre d'action que vous voyez là, et le juge les a relaxés en gros, à considérer qu'ils c'était légal en fait de faire leur action, parce que la publicité est tellement un gros danger en fait qu'il est normal en gros de désobéir à la loi exceptionnellement dans ce cadre-là pour alerter en gros la population de ce danger et pour amener un débat public quand même en fait. Donc du coup, c'est quand même assez énorme qu'un juge quand même les reconnaisse, parce qu'il y a des experts qui viennent parler pour expliquer les effets négatifs de la publicité dedans, et la liberté d'expression, qui est un principe qui est cher à tous démocrates, je pense. Je pense qu'on est toutes et tous ici. Donc du coup, c'est quand même assez énorme, et en plus, le procureur n'a pas fait appel, donc du coup, ça fait que ce truc est vraiment une victoire qui a été atteinte, quoi. Donc voilà, vous avez aussi le principe des actions illégales, d'ouvrir les dispositifs, de les enlever, et tout ça. Et après, je vais conclure là, parce que je pense que j'arrive à 1 heure déjà de blabla. Mais en gros, vous avez aussi donc de ces dispositifs-là où on peut faire du détournement de publicité et remplacer les affiches publicitaires. Donc là, pareil, je ne vous ai pas des risques, mais c'est aussi assez intelligent parce que les gens croient que c'est des pubs, mais en fait, ce n'est pas vraiment des pubs parce que c'est des codes quand même, en tout cas, les messages sont différents et c'est assez intéressant aussi. Donc là, vous avez aussi l'ouverture, l'arrachage du publicité, le fait de les enlever, de mettre rien, tout simplement, parce que rien, c'est bien aussi. Donc, du coup, ça existe aussi et les politiques le font. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle le recouvrement intérieur, c'est-à-dire de laisser la publicité dedans, de mettre votre affiche dedans et de refermer. Donc là, pareil, il y a moins de risques parce qu'il n'y a pas de dégradation. Donc voilà, après, les leviers de mobilisation, pour finir et conclure, bien sûr, il y a les municipales. Donc vous n'ignorez pas quand vous allez parler avec des élus, les questionner sur leur politique en termes de publicité. Voilà, le pacte est un outil entre nos mains. À RAP, on a fait des questionnaires aussi, en plus, qui détaillent un petit peu plus les choses sur la publicité, donc ça existe aussi. Et donc, du coup, voilà, en fait, on a des exemples sur ce qu'on peut faire. Vous pouvez créer un collectif aussi local où vous-même vous mobilisez. Comme par exemple, il y a un collectif à Lyon qui s'appelle Plein la Vue, qui ont fait un travail phénoménal en termes de publicité. Et RAP, Résistance à l'agression publicitaire, Lyon fait partie de ce collectif. Donc, il y a récemment un collectif dans les Pays Basques qui vient de se créer contre la publicité pour justement lutter au niveau du règlement local du publicité. Ou sinon, vous pouvez créer un groupe local Résistance à l'agression publicitaire. Et là, vous rentrez dans le système de gouvernance interne de RAP. Voilà. Donc, j'ai fini. Vous avez mes contacts sur cette diapo. Et le site internet. Et comme dit Stéphane Hessel, résister, c'est créer. Créer, c'est résister, et résister, c'est créer. Sur ces belles paroles, je vous laisse me dire comment j'enchaîne pour la suite. Merci beaucoup, Raled, pour cette super présentation. J'avais un peu bossé avec toi sur la fiche technique de la mesure 22, mais j'en ai encore appris. Du coup, on a fait une petite liste des questions.
que je vais essayer de te poser en groupe, comme ça tu pourras y répondre au fur et à mesure et de manière assez synthétique. J'avais déjà un point, des fois ça a coupé et quelqu'un n'a pas entendu sur quel outil vous faites vos pétitions, parce que en effet il y a des sites de pétitions qui sont pleins de pubs. Alors, du coup, je réponds direct. Ouais. En fait, c'était une première question sans groupe. D'accord. OK. C'est pétition.antipub.org, le site internet. Si vous allez sur le site internet de RAP, antipub.org, vous l'avez, il apparaît en fait à droite avec signer les pétitions contre la pub. Et alors, cet outil, pour l'instant, sur ce site-là, il est interne au groupe locaux de RAP, mais il est fait sur un logiciel libre que vous pouvez réutiliser. Donc, pour ceux qui veulent avoir leur propre outil sur leur propre serveur, ça. Après, c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui s'y connaît un plus quand même en informatique pour le faire. Et après, si vous voulez avoir vous-même votre propre pétition dessus, bon, on peut toujours l'ouvrir, mais c'est un truc qui est encore en développement. Donc, du coup, on essaie quand même de ne pas avoir trop de pétitions dessus, mais bien sûr, c'est ouvert. Si vous demandez, nous, en interne, on demandera à notre CA pour voir s'ils sont d'accord. Et en général, on l'a déjà fait pour une assoce. Ouais. Cool. Donc, du coup, premier groupe de questions sur le contenu des pubs avec donc, des personnes qui se demandaient ce que tu pensais de l'argument de la publicité culturelle et qu'est-ce qui en était de tout ce qui était info civique, publicité entre guillemets pour la prévention dans la santé, dans l'éducation. Donc, c'était une première question. Une deuxième question sur est-ce que c'était possible de modifier ou plutôt de cibler le contenu des pubs par les collectivités territoriales. Est-ce qu'il est possible d'interdire les publicités pour les produits ou les services qui impactent le climat ou l'environnement, de cibler les pubs qui ciblent les comportements éthiques sanitaires et si des élus font ce choix, est-ce qu'il est possible qu'ils se fassent attaquer par des annonceurs? Je note, hein, juste pour pas. C'est bon, je réponds en groupe. Vas-y. C'est ça? OK. Premier truc sur les publicités culturelles. Alors, bon, là, il y a vraiment. En fait, nous-mêmes, on a des débats. Hein, vous imaginez, quand on a des actions, quand on a des revendications. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est juste que quel que soit, en gros, le format, en fait, la première des agressions, c'est une agression de forme. C'est-à-dire que le dispositif en lui-même pose un problème. La technologie n'est pas neutre, le dispositif n'est pas neutre. Donc, du coup, en fait, nous, on revendique déjà une limitation qui fait que l'affichage d'opinion, l'affichage culturel, l'affichage d'intérêt général et privé ne dépassent pas en fait une certaine forme d'imposition, on va dire, dans l'espace public. Mais il faut vraiment comprendre que c'est important en fait pour nous cette notion-là parce que en fait, ça évite tous les débats généraux. Après, sur la publicité culturelle, en soi, bien sûr que c'est pas notre cheval de bataille en premier, parce que nous, on est plutôt sur la publicité commerciale. Après, aujourd'hui, la culture, c'est aussi un business. Donc, on ne peut pas non plus renier le fait qu'il y a un usage culturel aujourd'hui qui est marchandisé et qui, en gros, qui pose aussi des débats. C'est-à-dire qu'en gros, alors là, je réponds plus à titre personnel parce qu'on a, j'ai pas un discours là pour dire vraiment le nous, mais moi, je sais que je dis souvent, je suis pour la biodiversité et contre la monoculture. Et si on a aussi un système oligarchique avec une culture en gros élitiste et d'une minorité des plus riches qui peuvent en gros diffuser ces messages publicitaires alors qu'il y a une grande biodiversité culturelle qui, elle, n'est pas, n'existe pas, enfin, en termes d'affichage publicitaire, bah, ça pose aussi un problème en soi. Donc le fait de limiter un peu tout le monde, sans rentrer sur les questions de contenu, bah, ça permet déjà un petit peu de limiter en gros cette survisibilité des plus gros, des plus riches, des plus imposants, pour donner plus d'espace pour les autres. Parce qu'il y a aussi beaucoup de publicité culturelle qui est sur l'affichage opinion libre et qui n'ont pas les moyens de se payer des affichages de fou avec des 8 mètres carrés et tout ça. Donc ça, c'est ce que je dirais là-dessus, mais on n'a pas une position, bien sûr, ultra claire, différentielle, même si, bien sûr, on n'est pas contre la publicité culturelle, encore une fois. Hein. Donc voilà. Il y en a une que j'ai pas bien notée, c'était information, la deuxième. Mais bon, sur les contenus des publicités, pour l'instant, en fait, pour nous, il n'y a pas vraiment d'outil qui permet vraiment à une collectivité locale de lutter contre les contenus publicitaires. Il n'y a pas d'outil juridique.
peut-être à la limite, quand le contrat est négocié, de dire les publicités climaticides ou des éléments comme ça, peut-être. Je sais que sur les publicités sexistes, par exemple, la mairie de Paris, ils ont fait ça. Ils ont fait une sorte de charte avec les afficheurs pour dire, en gros, quand il y a des publicités sexistes, on n'en met pas et tout ça. Mais pour moi, en fait, on rentre dans des débats qui font qu'on ne peut pas vraiment contrôler ça. Et après, ce n'est pas garanti que les publicités, enfin, ce type de publicité n'existe pas. En fait, parce que les publicités sexistes, pour moi, à Paris, il y en a toujours. Et vous pouvez demander la brigade antisexiste, qui est un groupe d'activistes qui font des actions sur les publicités sexistes et pas que, ou aux chaînes de garde, des trucs comme ça, des groupes féministes en tout cas. Et vous verrez, c'est bouillant s'il n'y a pas de publicité sexiste ou non dedans, quoi. Donc, à Paris. Donc, voilà. Mais on n'a pas vraiment d'outils juridiques qui nous permet, à part peut-être dans les contrats, d'arriver à avoir des clauses là-dessus. Et après, est-ce que c'est attaquable ou pas? Pareil, hein, sur les comportements éthiques et sanitaires, du coup, tout ce qui est un peu package, contenu dans les publicités, pour nous, on pense que ce n'est pas vraiment de la compétence d'une collectivité locale. Et après, ça peut même amener un peu certains... Enfin, il faut faire gaffe. Hein. Vous avez aussi des collectivités territoriales qui veulent censurer aussi des contenus publicitaires et qui ont des collectivités territoriales dont les politiques sont des politiques discriminatoires, notamment. Donc, du coup, il faut aussi faire attention en fait à ce que on ne donne pas notre avis sur tout à la one again, un peu très mal organisé de façon locale. Et comme je dis, en fait, ce n'est pas vraiment les compétences des collectivités. Elles ne peuvent pas trop agir sur les contenus. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui nous permet de le faire. Ok, super. Euh, J'avais un deuxième groupe de questions sur les villes exemplaires. Donc une première question sur est-ce qu'il y a des villes exemplaires qui vont plus loin que Grenoble? Je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger. Et quelqu'un, ça, c'est une élue minoritaire de Montpellier qui avait demandé donc, à la métropole de modifier le RLPI. Et on lui avait répondu que l'exemple de la ville de Grenoble, qui avait initialement choisi de supprimer de la publicité en centre-ville, mais qui vient de passer à un marché des mobiliers urbains d'abris voyageurs supportant à titre accessoire de la publicité, n'est plus pertinent. Et donc, qu'est-ce que tu en pensais? Est-ce qu'il y a quelque chose à répondre à ça? Alors, juste, est-ce que tu peux reformuler une dernière fois la question par rapport à Grenoble, enfin par rapport à Montpellier? Euh, C'était donc, elle avait pris l'exemple de la ville de Grenoble pour demander à Montpellier de faire évoluer, à la métropole de Montpellier de faire évoluer sa pratique par rapport à la publicité, mais on lui a Ouais. dit que c'était plus un bon exemple ou que c'était pas un exemple pertinent parce que Grenoble a passé un marché de mobilier urbain d'abris voyageurs avec de la publicité. Ok. Bon, déjà, sur les villes exemplaires, en fait, il y a plein enfin, sur les villes exemplaires, moi, je crois que je ne connais pas une ville 100% exemplaire qui a appliqué, en tout cas, les revendications de RAP. Je parle des grosses villes, hein, parce que dans les petites villes, au contraire, vous avez des villes où il y a très peu de publicité et, et vraiment, enfin, il y en a même beaucoup en fait, parce qu'en fait, comme je disais, en fait, les petites villes, en général, les petits patelins, bah, en fait, les publicités de base, elles sont illégales en fait dedans, et du coup, bon, ils vont pas faire des mobiliers urbains pour de trucs. Enfin bon, c'est vraiment ça sert pas à grand chose. Donc du coup, enfin, et en termes de concentration, en fait, le marché publicitaire, il va beaucoup s'imposer là où il y a des grandes concentrations de population, parce qu'en fait, bah, ça fait qu'il y a une masse de gens, et du coup, quand ils vendent des trucs à leurs annonceurs, c'est beaucoup plus rentable pour eux donc, de faire ça. Donc, du coup, c'est plutôt dans les grosses villes. Et dans les grosses villes, je pense qu'à part, enfin, si, par exemple, sur les écrans numériques, la ville de Paris, actuellement, les écrans numériques sont interdits en fait, dans le règlement local de publicité de la ville de Paris. Après, sinon, à Grenoble,
à part la question des mobiliers urbains, et je détaillerai un peu plus par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à part la question des mobiliers urbains, moi, je n'ai pas vu, enfin, il y a un règlement local de publicité assez restrictif, mais quand même des écrans numériques dedans. Donc, du coup, il n'est pas si restrictif que ça. Donc, même Grenoble n'est pas une ville géniale et idéale. Donc, pour moi, en gros, enfin, en ce sens-là, hein, je veux dire, par rapport aux écrans numériques, la métropole, c'est les métropoles. En fait, c'est compliqué d'agir sur les RLPI parfois parce que c'est les métropoles, donc c'est une sorte de méga structure dans laquelle il y a cette grosse ville-là qui est présente. Et du coup, il y a des rapports de force entre les élus, etc., à droite et à gauche, qui font que quand il y a un règlement local de publicité, il y a pas mal de, je pense, d'éléments en fait, de négociation qui doivent se faire entre eux et qui font que le rapport de force n'est pas toujours en faveur de ceux qui sont les plus anti-pub. Et en gros, en fait, par rapport à ça, bah, on n'a pas vraiment de ville exemplaire. Je préfère plutôt être clair là-dessus parce qu'il n'y a pas de. À part ce que j'ai dit, en fait, on a des bouts. On a, comme je dis, les écrans numériques à Paris. À Grenoble, c'est les mobiliers urbains. Il y a plein de villes maintenant qui commencent à interdire les 8 mètres carrés. C'est déjà pas mal aussi d'avoir ces grosses publicités. Donc, c'est aussi pas mal. Mais on n'a pas de ville parfaite en soi, quoi. Donc voilà, et les petits patelins, bah, pour nous, ok, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de publicité souvent, oui, sinon il y en a très peu et ça ne dérange pas grand monde. Et c'est souvent chez l'artisan du coin, donc c'est moins grave, quoi. Euh, donc voilà, et après par rapport à Montpellier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, alors du coup c'est un argument que je trouve vraiment fallacieux de la part de la ville, enfin, moi, c'est mon avis, parce que ce n'est pas vrai. En fait, déjà la ville de Grenoble n'a jamais arrêté ses contrats d'abri voyageurs, je l'ai dit tout à l'heure, en fait ils ont toujours gardé, ils ont juste arrêté des contrats de mobilier urbain d'information, c'est des affiches, enfin, c'est des panneaux en gros publicitaires de 2 mètres carrés ou de 8 mètres carrés qui sont, je dis panneaux publicitaires, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire, c'est avec l'information au dos, etc. C'est ce type de contrat de mobilier urbain. Et après, le reste, ils sont toujours existants. Donc, du coup, en fait, voilà, en fait, cet exemple-là, je ne comprends même pas qu'il est pris. Parce que, et puis, ça n'a rien à voir. Parce que quand vous parlez de règlement local de publicité, vous ne parlez pas du contrat de mobilier urbain. Je ne sais pas si la dame du coup comprend ce que je dis, mais en fait, c'est un argument complètement fallacieux et ça montre à quel point il y a déjà un manque de connaissances de notre part en général, hein, je ne parle pas nous arabes parce que nous, c'est notre expertise, on est complètement là-dedans, mais un manque de connaissances de la part des élus et même des services techniques parfois des municipalités, parce que c'est quand même hallucinant de répondre ça quand on parle de règlement local de publicité. Donc, juste pour refaire, règlement local de publicité égale un document d'urbanisme qui limite fortement, qui peut limiter fortement la place de la publicité dans la ville, donc et voire interdire certains dispositifs comme les écrans numériques, des trucs comme ça. Et de l'autre côté, il y a les contrats de mobilier urbain, et donc vous avez tous les trucs un peu compliqués que je vous ai montrés là, dont les abris voyageurs, dont les mobiliers urbains d'information, dont les kiosques, etc., etc. Donc en fait, on peut avoir, et tout ça, c'est pas un contrat, en fait, c'est plusieurs contrats. Donc la réponse de la métropole de Montpellier est complètement à l'ouest. Et je trouve que c'est, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est de l'incompétence de leur part, voire ils essaient de noyer le poisson. Il ne faut pas hésiter à leur répondre en ce sens, voire à créer un groupe local de rap à Montpellier pour agir plus fortement. Ok, j'espère que je n'ai pas déformé la question. En tout cas, je me suis plantée, mais en tout cas, c'est clairement pas un bon argument. J'avais un autre groupe de questions sur toutes les questions de réglementation. Alors, tout d'abord, les RLP et RLPI, pour qui sont-ils obligatoires? Depuis quand? Enfin, dans quel type de commune il faut s'en préoccuper? Est-ce que c'est un outil? Euh, Quelqu'un qui dit que les panneaux de 2 mètres carrés, se pose la question si les panneaux de 2 mètres carrés n'est toujours pas trop, si c'est quelque chose qui. Oui, s'il ne faut pas juste demander encore moins. Voilà. Une personne, voire deux, qui demandent si les enseignes lumineuses, voire les très grandes enseignes lumineuses, il y a des très, très grandes enseignes lumineuses qui sont visibles à 2 km. Est-ce que c'est possible d'agir contre ça? Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation quand ce sont des dispositifs aussi polluants?
Et il y a quelqu'un qui posait la question sur la réglementation sur les publicités audiovisuelles. Qu'en est-il? Et du coup, j'imagine, est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau local? Je note juste les questions, j'arrive. Tac, ok. Bon, bah, du coup, la dernière question est un peu dans un autre groupe pour moi, mais ok. Sur le règlement local de publicité, donc en fait, pour faire vite, alors, je ne me rappelle pas quand ça a commencé, je crois que c'était depuis les années 70 qu'il y a eu d'abord le premier code de l'environnement qui régulait la publicité. Si je me rappelle bien, hein, parce que je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'affichage publicitaire, et on a un chargé de plaidoyer qui est plus balèze que moi là-dedans. Mais en gros, il y a eu un premier code de l'environnement et qui fait que les règlements locaux de publicité étaient possibles avant, mais en fait, ils pouvaient être plus permissifs que la loi ou plus, ou pouvaient réguler encore plus que la publicité que la loi. C'est en termes d'affichage publicitaire. Hein. Je vais un peu vite, hein, mais en gros, et la loi du code de l'époque était vraiment très mal foutue, etc. Après, donc du coup, ça a continué comme ça. Et après, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Donc, comme je vous ai expliqué, enfin, par exemple, les écrans numériques publicitaires avant, ce n'était pas dans la loi, mais un RLP pouvait autoriser, un règlement local de publicité pouvait en autoriser. Donc, à Paris, justement, ça pouvait être le cas. Donc, du coup, en fait, voilà, en gros, ça, c'était l'ancien RLP. Depuis le Grenelle de l'environnement, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, en fait, et du coup, vous pouvez lire nos articles de l'époque là-dessus, parce que c'est un vrai scandale comment les lobbies des intérêts privés ont mis la main dessus en termes de publicité. Et il y a un article du Canard enchaîné qui explique pas mal de choses là-dessus. Et, et une émission d'arrêt sur image dédiée aussi à ça, que je vous conseille, qui date de l'époque, je pense qu'elle est encore visible sur Internet. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tout un Grenelle d'environnement et le gouvernement à l'époque, cette petite histoire, a dit ah oui, la publicité c'est une pollution, machin, on va remettre la publicité à sa place. C'est génial, ils reprennent même nos éléments de langage, quoi, et tout, incroyable. Et en fait, quand on voit ce qui a été pendu derrière, pour faire vite, c'est-à-dire qu'en gros, à part quelques petites mesures qui sont des avancées, ils ont pendu d'un code de l'environnement qui était encore plus permissif qu'avant, sur pas mal d'éléments, et qui, en plus de ça, légalisait les écrans numériques. En gros, c'est devenu la norme, qu'en gros, ça a été reconnu, les écrans numériques font partie de la norme. C'est quand il n'y a pas de règlement local de publicité en France aujourd'hui, on peut avoir des écrans numériques publicitaires dans l'espace public. Et donc, c'était un des progrès du Grenelle de l'environnement, c'est que quand on a un règlement local de publicité, depuis ça, en fait, bon, ils ont fait un truc après, parce qu'après c'est passé au Parlement, il y a aussi les lobbies qui sont réactivés au Parlement, en gros, et qui ont fait que en gros, la mise en conformité mettait au moins 5 ans, enfin bon, un truc de fou, quoi, assez incroyable, ça dépasse les mandatures, etc., pour qu'il y ait en fait cette mise en application des nouvelles lois, quoi, en gros. Et le règlement local de publicité ne peut être que plus restrictif que la loi. En gros, ça, c'est vraiment la nouveauté. C'est en gros, si aujourd'hui on a un règlement local de publicité, on est un peu plus permissif que la loi. Je ne sais pas si vous voyez. En gros, avant, on avait une loi qui était plus restrictive que sur plusieurs aspects, et le règlement local de publicité permettait d'y déroger pour certains éléments. Et aujourd'hui, en fait, c'est que plus restrictif. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais une commune qui, en gros, ne se dote pas du règlement local de publicité, ben, en fait, elle ne peut pas vraiment reprendre en main et en contrôle, enfin une collectivité ou une intercommunalité, hein, ne peut pas reprendre en main en fait l'affichage publicitaire dans sa ville si elle ne se dote pas d'un RLP. Euh, donc, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même plutôt intéressant. Sinon, en vrai, le RLP aussi permet aux intercommunautés d'avoir ce qu'on appelle les pouvoirs de police en termes d'affichage publicitaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent, eux, en gros, quand il y a des publicités illégales, c'est eux qui deviennent en fait les policiers là-dessus. Et sinon, s'ils n'en ont pas, c'est le préfet. Donc, du coup, ça échappe complètement en fait justement au contrôle des collectivités locales. Et bon, moi, je serais une collectivité locale, je reprendrais quand même plutôt en main l'affichage publicitaire dans ma ville, parce que vous imaginez les développements chaotiques que ça peut avoir sur la ville en termes d'urbanisme. Donc voilà. Sur les 2 mètres carrés, donc oui, alors bon, on a beaucoup de débats en interne, hein, il y en a à RAP, il y en a qui sont pour une interdiction de la publicité dans l'espace public, d'autres qui disent ouais, mais on n'est pas contre toutes les formes de publicité, tout ça, bon, voilà. Sur les 2 mètres carrés, c'est un statu quo commun qu'on s'est donné pour dire que c'est le maximum acceptable
pour respecter la liberté de réception des citoyennes et des citoyens. Voilà, bon, c'est un débat qui peut être très subjectif, peut-être, mais en tout cas, nous, on s'est dit, si on fait ça comme minimum légal pour l'affichage d'opinion, bah, pourquoi pas en faire le maximum légal pour la publicité, en tout cas, parce que en fait, au moins, ça fait qu'en gros, la publicité ne pourra jamais être plus grosse que l'affichage d'expression, en fait. Parce que vous êtes dans une ville aujourd'hui, je vous invite à chercher les affichages d'expression, et au contraire, les publicités, vous pouvez les trouver vachement rapidement. Donc, du coup, en fait, nous, déjà, ça nous permet un petit peu plus d'assainir l'espace public à ce niveau-là, au niveau de la pollution publicitaire. Après, bien sûr, c'est un débat, hein, on peut arriver à moins, mais en tout cas, pour nous, c'est le maximum acceptable. Et du coup, on en fait aussi une recommandation de RAP. Et pour la petite histoire, quand nous, on avait sorti les premières fois ces recommandations, ces revendications, les lobbies publicitaires, enfin les afficheurs eux-mêmes, ils ont dit, mais attendez, mais vous pouvez complètement tuer notre business là. Donc pour eux, c'était inacceptable, c'est révolutionnaire en fait de mettre en place des 2 mètres carrés et un maximum que des 2 mètres carrés, quoi. Donc voilà, enfin, tout est relatif et absolu à la fois. Et sur les anciennes lumineuses, j'ai rien compris à la question, mais je pense que c'est tellement technique à ce niveau-là qu'il faut poser, enfin parce que déjà il y a les règlements locaux de publicité qui peuvent jouer, mais en gros, je sais, en fait le problème qu'il y a, c'est que de souvenirs là aussi, parce que à partir du Grenelle de l'environnement, en fait, il y avait en gros je ne me rappelle plus du terme exact, mais en gros, il y avait un truc qui faisait que les publicités, si c'est éblouissant, on pouvait limiter, en gros, cet éblouissement publicitaire qu'on peut avoir en termes de publicité lumineuse dans l'espace public. Mais il fallait faire un texte assez technique pour définir ce que c'était, en fait, au niveau quantitatif, en fait, un éblouissement. Et il y a eu des trucs de concertation du gouvernement, parce qu'ils adorent faire ça, les gouvernements. Et ils croient qu'en mettant des afficheurs et des antipubs sur la même table, en fait, on va se mettre d'accord. Mais en fait, la réalité politique, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. C'est le rapport de force qui fait qu'il y en a un qui gagne plutôt que l'autre. Et souvent, les multinationales sont quand même assez balèzes. Ils ont le chiffre, mais nous, on n'a pas toujours le nombre. Et c'est bien qu'on ait vraiment le nombre. Et parfois, même avec le nombre, on n'arrive pas à gagner. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En fait, en gros, bah, ils ont créé une petite usine à gaz pour arriver à se mettre d'accord sur un truc. Et en fait, bah, le texte n'est jamais apparu. Jusqu'à aujourd'hui, depuis, je crois que c'est les premières réunions que j'avais faites, c'était en 2013-2014 sur ces histoires-là. Et on attend toujours ce texte-là. Donc voilà. Et sinon, au niveau technique, il faudrait nous contacter, je pense, nous poser des questions. Et là, on a justement des juristes arabes qui pourraient vraiment rentrer plus en communication. Enfin, il faut voir vraiment les détails parce que parfois le RLP permet aussi des choses et il peut y avoir des textes locaux qui permettent des choses. Donc, je ne peux pas répondre à la question comme ça. Il faut étudier plus en détail et techniquement. Je pense, comme je l'ai dit, Paysage de France est une association qui a une expertise très développée sur ces questions-là. Et Paysage de France, ils sont sur la question du paysage en général. Donc, la question de la pollution lumineuse, ça les intéresse aussi, je pense, aussi. Et sur la pub audiovisuelle, donc là, on n'est plus sur le terrain des compétences des collectivités locales, mais là, actuellement, justement, on a des débats là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, dans le contexte du Covid, actuellement, il y a justement, enfin, une dame qui est une rapporteuse d'un projet de loi, en fait, qui s'appelle, enfin, d'une proposition de loi, parce que le terme est un peu technique, mais en gros, une rapporteuse en tout cas pour une proposition de loi sur une réforme de la loi du visuel actuellement et qui du coup permet beaucoup plus de publicité segmentée, qui au niveau numérique pose plusieurs problèmes. Et là, avec la crise du Covid, elle a eu la très bonne idée, hein, de façon ironique, je le dis, de dire ah bah oui, on va faire un crédit d'impôt aux annonceurs pour qu'ils continuent en fait aux annonceurs pour qu'ils continuent à faire de la publicité dans les médias et ça va en gros aider les médias qu'on a aujourd'hui à survivre à la crise. Bon, bah, nous, on a créé une tribune là-dessus déjà directe pour dire que son diagnostic est complètement faussé. Justement, on ne va pas aider les médias à être plus résilients, on va dire, à être plus solides en finançant encore plus les annonceurs, parce que justement, cette crise montre que leur modèle économique est complètement il ne marche pas, quoi, parce qu'en fait, ça dépend de la publicité. Donc, s'il n'y a plus d'annonceurs qui financent les médias, bah, en fait, ils se cassent la gueule. Donc, c'est vraiment un très mauvais modèle économique. Il y a d'autres médias, justement, comme Reporter, comme Mediapart, comme Bastama, comme Arrêt sur Image, comme Next Impact,
qui choisissent d'autres sources de financement que le financement publicitaire. Et justement, c'est là où on arrive à quelque chose d'intelligent. Donc bon, là, on n'a pas des recommandations techniques posées sur la table à ce niveau-là, mais si localement on veut se mobiliser, là, c'est là où on rentre en fait dans les questions un peu, on va dire, des groupes locaux. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre gouvernance interne d'association, et nous, quand on fait des mobilisations nationales, qu'on veut justement nous aussi influencer de façon démocratique et citoyenne des politiques, faire du plaidoyer, c'est très important d'avoir des gens présents localement, parce que les permanences parlementaires, enfin moi je sais qu'au niveau des lois, j'ai eu un rendez-vous, parce qu'on travaille aussi sur ARAP, ce qu'on appelle une loi E20 climat, c'est-à-dire pour amener en gros, c'est notre deuxième campagne prioritaire maintenant, c'est en gros de faire en sorte qu'il y ait des publicités qui soient interdites, notamment des publicités climaticides, etc. En fait, par rapport à ça, quand on est allé voir des fois des politiques, ils nous disent « Ah, c'est bizarre, moi, dans ma permanence parlementaire, il n'y a personne qui est venu me voir pour me parler de ça. » Et en fait, ça, c'est important finalement, c'est que nous, on apprend, c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Du coup, on a appris ça justement sur le terrain en se disant, bon, en fait, il va falloir qu'on crée des formes de mobilisation pour aller, en fait, aller voir les études dans les permanences parlementaires, dans les villes. Et pour ça, avoir des gens localement présents. Il n'y a pas que les collectivités locales où on peut agir, il y a aussi les parlementaires qui sont élus localement, où on peut aussi aller les voir. Donc, du coup, les pétitions, les mobilisations qu'on développera dans le futur, dans des questions de plaidoyer comme celle-là, rentre là-dessus. Je ne sais pas du coup si j'ai bien répondu à toutes tes questions. Je pense que tu as répondu bien à toutes tes questions, en tout cas mieux que apparemment ce que je me pose les questions. Et vu qu'on commence à un petit peu dépasser l'heure, je voulais te poser juste une dernière question pour revenir sur comment interpeller les élus sur ce sujet. Et si tu n'avais pas, qu'est-ce que ce serait le premier pas pour un collectif pacte pour agir contre la pub dans sa commune? Le premier pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas donner un premier pas type. Hein, tout change. Après, le premier pas pour un collectif pacte, je pense qu'on vous bossez sur le pacte, c'est qu'au niveau du questionnaire, en fait, on sait très bien comment ça se passe sur le terrain. Vous ne voyez pas seulement un questionnaire et tout ça. Il y a tout un contexte de mobilisation locale, de mise en place de rapports de force locales, de relais d'expertise à ce niveau-là. Et au niveau du discours que vous avez, en fait, c'est vachement important. Et moi, je considère en tout cas que la publicité dans les mesures qu'il y a, bien sûr, on voudrait bien que toutes les mesures du pacte soient appliquées globalement, mais je considère qu'en fait, en tout cas, une collectivité du XXIe siècle qui est ambitieuse, qui veut en finir avec la pollution publicitaire, on veut en finir en fait avec cette forme au niveau climatique qui veut agir en tout cas à ce niveau-là, doit réguler fortement la publicité. Parce que la publicité, c'est notre mangeur de cerveau, quoi. En fait, c'est ce qui fait qu'on veut aller faire la queue devant un McDonald's plutôt que d'aller justement agir de façon citoyenne, aller aider d'autres personnes. Ça, moi, j'en suis convaincu, et que si on ne veut pas, en gros, que cette mangeuse de cerveau qui est la publicité colonise notre cerveau avec cet imaginaire de surconsommation, ces idéaux-là, il faut en faire une priorité. Moi, je suis content, en fait, le maire de ma ville, là où j'habite, il a mis en place le fait qu'ils vont arrêter, en fait, justement, ils vont faire des RLP vachement restrictifs, quand ils ont mis ça dans leur programme, même, donc c'est même pas le pacte, là, ils ont mis même ça dans leur programme. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de publicité, c'est pas comme il y a 5 ans et 10 ans, il y a de plus en plus d'élus qui en prennent conscience, et si vous n'avez pas ce mot à la bouche quand on va leur parler, en fait, ça passera pas. Donc, moi, je vous invite à en parler avec vos élus, avec les candidates et les candidats, dans le cadre du travail que vous menez sur le pacte. Sinon, après, il y a plein d'autres outils. Vous pouvez au moins leur relayer le questionnaire qu'on a fait, puisque c'est rebolote pour les municipales a priori. Donc, le deuxième tour, pour certains, n'est pas encore passé, donc vous pouvez le relayer. Ça fait un petit plus. S'ils ont déjà répondu au pacte, vous pouvez faire un deuxième tour en plus à ce niveau-là. Donc voilà, mais en tout cas, je n'ai pas de conseils en tout cas à donner en soi. C'est tout. C'est bon mot de fin. Il reste encore plein de questions. Je dirais que si vous voulez vraiment une réponse, vous pouvez contacter un groupe rap près de chez vous. J'ai vu qu'il y en avait dans les commentaires du live Facebook, donc je pense qu'il pourra encore répondre aux questions.
J'essaierai de répondre aux questions dans le live Facebook. Pas moi, pour le coup, parce que là, je suis la face visible de Rap, mais on est une équipe, on est plein de gens et on fonctionne en général assez collectivement. Et du coup, merci beaucoup à toi, Raled, d'avoir échangé avec nous. Et merci je crois que c'est une centaine de personnes qui ont participé à ce live. C'est chouette de faire ça toutes les 2 semaines avec vous pendant ce confinement. On en faisait déjà avant des webinaires, on continuera à en faire après. Et merci à tous et bonne soirée. Merci et on lâche rien. On lâche rien.